Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. Les chemins de la maternité sont pavés de joie et d'amour, évidemment, mais ils contiennent aussi parfois l'indicible, des drames incompréhensibles, des deuils inimaginables. L'histoire de Marie est de celle-là, car parmi ses 4 enfants, il y a sa petite troisième, Pia, décédée un peu plus d'1 heure après sa naissance, sans aucune raison apparente. Pia n'est plus là, mais on le sait, du drame naît parfois une autre forme de lumière, comme si ces petites âmes, aussi éphémères soient-elles, avaient quelque chose à transmettre à celles qui croisent leur passage sur Terre. Alors, dans la douleur incommensurable de la perte de son bébé, Marie a fait une rencontre merveilleuse, celle de sa sage-femme, Aglaé, présente lors de l'accouchement et elle aussi totalement dévastée par ce décès aussi inattendu qu'inexplicable. Aujourd'hui, Marie et Aglaé sont venues main dans la main me parler de cette journée tragique qui les a unies pour toujours. Car en vivant cette disparition brutale, chacune avec les émotions et la place qu'elles ont eue dans la courte vie de Pia, ces 2 femmes qui ne devaient que se croiser ont vu se tisser, presque malgré elles, un lien profondément singulier. Dans cet épisode, elles racontent tout, comment ce drame a impacté leur vie, combien il est essentiel de le transformer pour être une version plus alignée d'elle-même, et comment Pia, par la seule présence de son petit être, leur a transmis une force immuable et a scellé une immense amitié. Attention, cet épisode traite du deuil périnatal. Il est à écouter dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Salut. Marie, bonjour Aglaé. 2 femmes en face de moi aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va, Ça va ? un peu fébrile. On va essayer de se laisser porter par votre récit et votre émotion, sans se stresser sur le moment où il y a peut-être des montées de larmes. Ça sera comme ça. On s'est dit qu'on ferait comme on peut. Donc voilà. Je vais vous demander de vous présenter, les filles. Vous connaissez le rituel. Marie, tu commences. Je vais te demander ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 39 ans. J'habite à Bruxelles, je suis belge. Je m'occupe de toute l'organisation et l'admin d'une boîte bruxelloise qui revalorise les invendus alimentaires. Oh, Ouais, trop c'est bien. très chouette. Ah ouais. Ma famille est composée de Lionel, que j'appelle Lio. On est ensemble depuis 18 ans et Wow. mariés depuis 12. De nos 4 enfants, Jules qui a 10 ans, Cézanne qui a 7 ans, Pia qui aurait eu 3 ans en septembre et Léon qui a 1 an. Ouais. Mais ma famille, elle est aussi composée de mes parents et de mes beaux-parents, de mes 3 frères et de mes 3 belles-sœurs, de mes 6 neveux-nièces. C'est une tribu. Oui, c'est important. Et de nos amis proches. On est vraiment extrêmement bien entourés. Oui. Et Aglaé fait partie de cette famille, parce que moi j'aime bien dire qu'il y a des amis qui deviennent la famille. Et c'est le cas pour Aglaé. Oui, Aglaé est rentrée dans ta vie et dans ta famille il n'y a pas si longtemps. Non, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Qui serait l'âge de Pia aujourd'hui ? Ouais. Et justement, on va comprendre comment votre lien s'est tissé depuis ces 3 années. Aglaé, c'est à toi. Tu vas me donner, donc je répète ou tu l'as ? Vas-y. Ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Donc, moi, je m'appelle Aglaé Ressé, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Die, dans la Drôme. Ok. C'est là où j'ai grandi. Et puis, pour mes études, je suis partie étudier sage-femme à Bruxelles. Mhm. J'ai eu mon diplôme à 22 ans. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 6 ans à Bruxelles en milieu hospitalier. Et depuis 2 ans, j'exerce à Lyon comme sage-femme libérale dans mon cabinet. Et ma famille, elle est composée de mes parents, mes frères et sœurs, mes neveux
et de beaucoup d'amis qui sont aussi hyper importants dans ma vie. Très bien. Alors, maintenant que les présentations sont faites, Marie, toi qui es la maman du jour, on va s'attarder évidemment sur ta trajectoire de mère et toi, Aglaé, sur ta construction professionnelle et humaine en tant que sage-femme. Donc, Marie, ton Lio, là, depuis 18 ans que tu es avec lui, tu l'as dégoté où ? Je l'ai dégoté à une soirée étudiante. Très bien. À l'université. Très bon spot pour pécho, la soirée étudiante. Oui, et plus précisément, un pastis pétanque. Ah oui, c'est très précis. Le pastis pétanque qui fait tout basculer. Et ça a matché. Ça a matché, oui. De toute évidence. De toute évidence, effectivement. Est-ce que vous avez eu envie d'avoir des enfants simultanément ? Ou est-ce qu'il y en avait un qui était un peu plus pressé que l'autre ? Ça n'a jamais été un sujet. Je pense que c'était très clair entre nous qu'on voulait des enfants. Et on a été assez alignés sur le moment où on était prêts tous les deux. Donc, peu de temps après le mariage. Ok. Ouais. Donc, t'es tombée enceinte après votre mariage ? Ça a mis un peu de temps, une petite année. Mais ça a été. Enfin, on n'a pas eu besoin d'intervention médicale. Au bout de 10-11 mois, je suis finalement tombée enceinte naturellement. Et donc, première grossesse qui se passe comment ? Super bien, incroyable. Pas du tout malade, en super forme. Okay. Je fais un festival à 9 mois de grossesse. Ah ouais ? Ouais. Non, vraiment en forme, jusqu'au bout. Super forme, j'ai adoré. Et l'accouchement s'est passé aussi bien que la grossesse ? Il s'est assez bien passé. Avec le recul, c'était le plus difficile des 4. J'ai été déclenchée 2 fois, en fait. Jules n'avait pas du tout envie de sortir. Le gars voulait rester au chaud. Et franchement, ça s'est bien passé. Ça a juste été un peu long parce que péridurale, trop dosé, j'ai rien senti. Ça a ralenti tout le travail. Donc, il n'était pas bien mis. Aglaé, tu peux peut-être... Il était en postérieur. Il était en postérieur. Il avait la tête qui regardait c'est ça. Et donc vers le ciel. C'est plus difficile. Voilà. Certes. Donc, un petit Jules qui arrive dans vos vies. Ouais. C'était comment de devenir parent avec Lionel ? Franchement, c'était assez magique. Jules a tout de suite été un bébé incroyable. Le genre de bébé qui donne envie d'en faire encore 10 derrière, qui dégoûte toutes les copines. Attention, c'est traître, parce que c'est pas parce que le premier... Bien sûr, on ne fait que le répéter à ce micro. C'est aussi cool que le suivant, que les suivants. Mais hyper facile. Il a fait ses nuits au bout de 3 semaines. Oh là là. Ah oui, ce genre de modèle. On pouvait l'emmener partout. Il était magnifique, il l'est toujours, mais c'était vraiment un très beau bébé. Ouais. Très chouette. Et donc, comme tu dis, un bébé qui donne envie d'en faire d'autres. Oui. Et c'est Cézanne, j'adore ce prénom, on doit te le dire tout le temps, mais c'est vraiment très joli. Cézanne qui est arrivée 2 ans plus tard ? 3 ans plus tard. 3 ans, oui, elle disait 3 ans d'écart. Ouais, on a quand même voulu prendre le temps, et ça a été le cas pour tous nos enfants. Qui rentre à l'école, on a voyagé avec lui, on est parti 1 mois en Malaisie quand il avait 2 ans. Génial. Et puis on s'est dit, ça a mis un peu de temps pour Jules, donc ça mettra peut-être aussi un peu de temps pour Cézanne. Et c'est là que, de manière très classique... du premier coup. Voilà. On n'a pas eu le temps de dire ouf. Qu'elle était là. Qu'elle était là. Ouais. Deuxième grossesse aussi idyllique que la première ou pas ? Un peu plus difficile, mais vraiment rien de grave, mais déjà plus de fatigue, parce que Jules est quand même pas très grand quand je tombe enceinte, il n'a pas 2 ans et demi. Je suis aussi très fatiguée parce qu'à ce moment-là, professionnellement, c'est pas incroyable, j'ai pas mal de pression, c'est compliqué de m'arrêter. Et donc, objectivement, ça se passe super bien, mais je suis un peu plus malade. Je suis vraiment très fatiguée. Je suis arrêtée à plusieurs reprises, quelques semaines, parce que... Et je pense qu'après coup, j'ai peut-être bien fait une petite déprime prénatale, mais on n'en parlait pas. Bien sûr. C'était... mais physiquement, tout allait bien. La grossesse, tout allait super bien. C'est juste moi qui ai un peu moins bien vécu. Ok. Tu étais suivie dans le même hôpital que pour Jules ? Oui, avec la même gynéco. La même gynéco, ok. Ouais. Et donc, comme son frère, elle a voulu rester au chaud, elle ? Non, elle est née à terme. Et donc, ça s'est déclenché
step by Spontanément. step. Oui, spontanément, au fur et à mesure de la journée, de plus en plus. Et je pense qu'on est arrivé à la maternité genre à 17h et je crois qu'une heure après, elle était là. Ah ouais. Un deuxième. Ouais. Bah, J'ai poussé 2 fois. on aime les deuxièmes. On adore les deuxièmes. On aime C'était tous ceux qui incroyable. suivent derrière le premier, en fait, globalement. Ouais. Et donc, c'était vraiment un super accouchement. C'était incroyable. C'était rapide, mais vraiment... Rapide, efficace, Ouais. indolore, Ouais. tout ce qu'on aime. Et donc, c'était comment d'être à 4 il y a donc 7 ans. Vous vous retrouvez à 4, là. C'est un autre rythme. Le timing n'était pas bon. J'ai accouché donc un 25 juin et 4 jours après, je suis rentrée de la maternité et l'école était finie. Eh ben oui. Et donc, je me suis retrouvée à la maison avec un petit garçon de 3 ans qui nous a bien fait comprendre que cette petite sœur-là, il l'aimait beaucoup, mais par contre, il nous avait rien demandé et qu'il allait bien nous embêter jusqu'au bout. Mhm. Une D'accord. bonne petite crise. Et Lio qui bossait énormément. Et donc, je Ok. dirais que mon congé de maternité a commencé le 1er septembre. Ouais. Ok, n'en dis pas plus. Voilà. On ne veut pas être la Marie de l'été 2018. Non. Et après, Cézanne, elle a eu pas mal de problèmes, de reflux, de problèmes ORL Mhm. qui n'ont pas été diagnostiqués pendant 1 an. Et donc, on n'a pas dormi. Mon Dieu. Ouais, c'était vraiment très éprouvant, mais aussi pour elle. Enfin, en fait, Oui, surtout bien pour elle. sûr. Et donc, quand elle a eu 1 an, on s'est rendu compte que, en fait, elle avait du reflux et que ce reflux faisait qu'elle avait tellement d'eau derrière les oreilles qu'elle n'entendait rien. Ah là là. Mais seulement au bout d'1 an. Ouais, errance médicale totale. Ah, mais pauvre. Ouais, Ouais. d'accord. Et donc, première année intense. Toi, en termes de santé mentale, tu te positionnais comment? Ça allait. Ouais, j'étais Ok. en forme. Tant mieux. Enfin, en forme. Avec une dette de sommeil considérable, Certes. mais en forme. Ok. Ouais. Et alors après la petite Cézanne, vous aviez encore envie d'agrandir la famille? Moi, oui. Toi, oui. Je viens d'une famille de 4. Bah oui. Donc, je trouvais Bah, ça... Lionel aussi. Non, ils sont il a un frère. Ah, ils sont que 2, d'accord. Ah oui, donc lui, Moi, je 2, trouvais ça petit joueur, quoi. J'ai vécu dans une maison où on était toujours au moins 10 autour de la table bien parce que sûr. la porte était toujours ouverte. Donc moi, j'ai très vite su que Cézanne ne serait pas la dernière. Mhm. Pour autant, vu les 3 premières années qu'on a vécues avec Cézanne, parce qu'elle a continué de ne pas dormir jusque longtemps. Elle a été opérée du coup? Oui, Ouais, elle a été opérée, ça a été beaucoup mieux, mais je pense qu'on avait détraqué son sommeil la première année. En plus, on avait un peu plein d'idées reçues de se dire, notre premier a fait ses nuits nickel, donc on sait faire. Mhm. L'ego en a pris un coup. Tu reprends un nouveau jeu de cartes. Tu Oui, redistribues tout à fait. Marie, évidemment. Et donc, je pense qu'on a parfois, en essayant de forcer ce sommeil sans comprendre ce qui lui arrivait, je pense qu'on a un peu détraqué son rapport, en tout cas, à elle, au sommeil. Oui, donc il fallait vous remettre de tout ça. Et donc Ouais, Lio ne récupérer. voulait pas de 3e enfant. Ah ouais, c'était très clair. C'était très clair. Et pourtant, tu as su le convaincre, Oui, apparemment. tout Ouais. à fait. Donc, Cézanne avait quel âge quand il a fini par céder? Elle avait 3 ans. Elle Ouais. venait d'avoir 3 ans. Et en fait, on est parti post-Covid 1 mois au Mexique avec les enfants. Ah. Et c'était vraiment incroyable. Et dans ce cadre idyllique, il m'a dit, mais tu sais quoi, en fait, je pense que j'ai envie qu'on ait un 3e enfant. Et à ce moment-là, on achetait un appartement. Et donc, il m'a dit, mais par contre, ce serait bien qu'on s'y remette une fois que c'est derrière nous. On déménageait en novembre. Et on était tout à fait d'accord là-dessus, de se dire que on allait déménager, faire passer le stress de l'achat et du déménagement. Et puis qu'on se relancerait. Après. Ouais. C'est ce que vous avez fait? C'est ce qu'on a fait. Bravo. Ouais. Tu as respecté le rétro-planning. Oui. Et en plus, je voulais respecter ce rétro-planning puisque je ne voulais pas accoucher avant les vacances. Mais oui, on c'était, ne t'y reprendrait pas. Non. Donc, tu es retombée enceinte en Fin 2021. fin 2021.
Ouais. Toi, à ce moment-là, Aglaé, t'en es où en 2021 ? Tu es à Bruxelles, tu es déjà sage-femme ? En 2021, je reviens d'un voyage où j'étais partie travailler en Guyane française. Ok. Et puis Tu étais sage-femme en Guyane ? J'étais sage-femme. Waouh. Ouais. Et puis j'avais voyagé pendant 6 mois. Mmh. Et je revenais à Bruxelles et je commençais dans une nouvelle maternité à Bruxelles. Il t'est venu comment, ce métier de sage-femme ? Ça a été tout de suite ta formation En fait, moi, aussi loin que je me souvienne, je me rappelle pas avoir cherché quel métier je devais faire. Ah ouais. Sage-femme, ça a toujours été mon plus grand rêve. Et j'ai toujours su que c'était ça dans ma vie que je devais faire. Je suis dans une famille où la maternité, c'est hyper important. Et donc, c'est vrai que je pense qu'au début, c'était la maternité qui me fascinait. Et c'était d'accompagner les femmes, les couples dans ce moment-là de leur vie. Et puis après, avec le temps, en rencontrant des femmes, autant dans ma vie personnelle qu'au niveau professionnel, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, c'était les femmes qui m'inspiraient. Et c'était une évidence depuis toujours et ça l'est encore. Pourquoi c'était si important au sein de ta famille, la maternité ? C'est ta mère, votre mère, qui était aussi inspirante, qui rayonnait Ouais, on a une maman qui était vous ultra inspirante et qui nous a toujours dit que c'était la maternité qui l'avait sauvée, qui l'avait fait avancer dans la vie. Donc, elle a été une maman incroyable et puis elle a été famille d'accueil aussi. Donc, on avait des enfants en plus placés par le juge de l'enfance à la maison. Ok. Attends, vous étiez combien, vous ? On est 4 frères et sœurs. 4 ? Ouais. Et en plus de ces 4 enfants, elle accueillait d'autres enfants ? Ouais, il y en a... Ponctuellement ? Non. Ah non. Déplacement long. Long ? Ah oui, d'accord. Non. Toute ma vie, on était au moins 6 enfants à la maison. 2 en plus. Et après, pendant les vacances, on en avait en plus. Et pour le coup, mon papa, il gérait... mais j'étais grandie dans une ferme, donc mon papa gérait la ferme. Ouais. Mais pour le coup, c'était vraiment ma maman qui nous élevait et elle a fait ça d'une main de maître. Oui, donc toi, tu as baigné dans une enfance, une adolescence où ça grouillait d'enfants, quoi. Complètement. Et où ta mère était une figure très forte. Hyper fort. Mais pour autant, pas de médecin, pas de sage-femme, pas de... Pas du tout, et pas non plus d'études longues. Et donc, vraiment, moi, j'étais la première à partir. Et pour le coup, à partir loin. 10, c'est une ville de 4000 habitants. Et oui. Et du coup, à 17 ans, moi, je voulais faire sage-femme. Et en France, sage-femme, il faut passer par les études de médecine, etc. Et moi, j'avais la double nationalité. On m'avait toujours dit que c'était plus rapide de partir en Belgique. Et du coup, je suis partie. D'accord. À 17 ans 18. D'accord. Ouais, donc tu t'es vraiment émancipée dès que possible. pour ce métier. Pour suivre ta vocation. Ouais. Ok. Donc, quand vos destins sont sur le point de se rencontrer, tu arrives à Bruxelles. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui démarre là. Ouais, moi j'ai commencé en janvier dans cette nouvelle maternité. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré Lionel et Marie en septembre. Donc ça faisait 9 mois que j'étais dans cette maternité. Ok. Et Marie, c'est la maternité où tu avais déjà accouché de tes 2 premiers enfants. Oui. Ok, génial. Oui, donc toi, tu étais à la maison. Quoi. Oui. Tu es retournée très naturellement. Tout à fait. Comment se passe cette 3e grossesse pour toi, Marie ? Incroyable. C'est ma plus belle grossesse. Ah ouais ? Ouais, je suis convaincue que c'est la dernière. Parce que quand même, c'est entendu entre nous. Et je décide d'en profiter vraiment pleinement. Depuis la naissance de Cézanne, il y a... la parole s'est libérée autour de la maternité. Et donc, j'ai beaucoup plus conscience de plein de choses qui font peur, mais aussi plein de choses très belles, et notamment le fait de prendre soin de soi, de penser à moi pendant cette grossesse. Et donc, vraiment, je m'écoute, je suis en super forme, je fais du yoga. Ce que tu n'avais pas du tout fait pour les 2 premières. Eh oui. Et je vis ça super bien. C'est vraiment... on dit de moi, d'ailleurs, à ce moment-là, que je rayonne. Non, mais vraiment, je suis ultra sereine. Les échos se passent sans encombre. Sans encombre. Tout est au vert. Tout est au vert. Et vraiment, alors, on se le dira souvent. Et après coup, on trouve ça... curieux, le terme n'est pas marrant, mais on n'arrêtait pas de se dire on a tellement de chance, c'est fou. J'ai jamais fait de fausse couche, je suis toujours tombée enceinte sans et chaque examen passé est
est nickel. Et on n'arrêtait pas de se dire, on a de la chance. Est-ce que vous êtes du genre à préparer en amont la chambre du futur bébé, à acheter des petits vêtements? Bon, t'avais déjà 2 enfants, donc tu recyclais, j'imagine, mais quand même. Est-ce que vous étiez du genre à préparer? Oui, mais on ne l'a pas fait pour Pia. Alors que vous l'aviez fait pour les 2 autres? Oui. Et en fait, on avait mis ça sous couvert de... Donc, à la maison, on a 4 chambres, mais une des chambres était une salle de jeu. Donc, il n'y avait pas de 3e enfant. Et ça nous arrangeait bien d'avoir cette salle de jeu. Et donc, on disait, de toute façon, au début, elle va dormir avec nous dans la chambre. Et puis on verra si on transforme cette salle de jeu en chambre ou si elle va dormir avec son frère ou sa sœur qui ont tous les deux une grande chambre. Et donc, on n'a pas préparé de chambre. Si ce n'est qu'on a quand même, quelques semaines avant la naissance, mis un cododo dans notre chambre et préparé quelques vêtements dans une armoire. Effectivement, on avait déjà tout. On avait la poussette, on avait tout le matos qu'on avait descendu et préparé. Donc, on n'était pas du tout dans un déni. Mais je n'ai pas fait de chambre pour Pia. Je crois quand même, sincèrement, avec le recul, que l'instinct maternel est... Enfin, il est là. Il y a quelque chose au fond de moi qui savait que ça ne se déroulerait pas. C'est vrai que c'est fou. Ouais. En tout cas, les échographies, donc les examens se suivent T1, T2, T3, nickel. Et alors, ce jour du 14 septembre, le travail se déclenche spontanément? Oui, moi j'ai eu tous les scénarios et donc pour Pia, j'ai perdu les os. En fait, je suis à la maison. Ça ne t'était jamais arrivé finalement. C'est un mercredi après-midi et donc je suis à la maison parce qu'en Belgique, les enfants n'ont pas école le mercredi après-midi. Et ma maman est là parce qu'elle m'aide à s'occuper des enfants qui ont leur activité, ils ont leur sport. Et je fais une sieste avec Cézanne. On aimait beaucoup faire des siestes. Et je lui dis, c'est peut-être la dernière sieste qu'on fait toutes les 3, avec Pia dans mon ventre. Et j'étais vraiment ultra connectée avec Pia. Oui, parce que du coup, cette grossesse, tu as mis en place tout ce que tu avais glané comme info. Oui. Et je décide, ce que je n'ai pas fait pour Jules et pour Cézanne, que je vais l'allaiter. Est-ce que tu envisages d'accoucher sans péridurale? Non. Pour autant? Non, moi je suis de la team. C'est pas nécessaire de souffrir. Surtout que pour Cézanne, j'ai découvert qu'on pouvait ne pas surdoser les péris. Et donc, je vais demander la même chose pour Pia. Est-ce que tu fais un projet de naissance? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Et je suis très confiante. Je sais où on va. D'ailleurs, je fais, à part pour l'allaitement, je fais du yoga, mais je fais pas de préparation spécifique parce que je vais pas aller apprendre à pousser, comment ça se passe et tous les scénarios. Tu connais l'endroit, que tu sais faire, tu as déjà fait 2 fois, a priori, voilà, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, oui. Et donc, après cette sieste... on se lève et je me rends compte en me levant, je me dis, tiens, c'est étrange. Et en fait, je suis en train de perdre les os, mais c'était pas franc, c'était pas genre la grosse... mais voilà, je sens que... Oui. Et donc, j'appelle Lio, et donc, c'est un peu l'excitation, parce que je suis à la maison avec ma maman et les enfants, et je vais pas faire semblant. Je parle pas en message codé, donc je suis très franche. Et donc, les enfants sont surexcités quand ils comprennent que ça y est. Tu m'étonnes. Et donc, j'appelle Lio qui est encore au travail. Il rentre. Et moi, je sens très vite que les contractions sont en train de se mettre en place. J'avais une hantise pour Pia, c'était d'accoucher à la maison. Parce que ça avait été tellement rapide pour Cézanne que j'avais trop peur que ça le soit encore plus. Et donc, voilà, j'étais un peu stressée parce que je sens très vite, donc je perds les os et je sens que ça démarre au quart de tour intensément, mais heureusement Lio qui est à vélo, je crois, fait le record, le trajet record pour me rejoindre, et donc on part à l'hôpital et j'arrive vraiment à temps. Enfin voilà, et je suis très soulagée d'être dans les murs de l'hôpital. Oui. Toi, Aglaé, là, tu démarres une garde ou tu termines? T'en es où, toi, de ta journée? C'est pas moi qui les accueille. D'accord. Moi, quand je rencontre Marie et Lionel, je commence une série de nuit, mais du coup, je les retrouve que autour de 20h. Ah oui, donc tu es de nuit ce jour-là. Ok. Toi, à ce moment-là, tu avais déjà vécu des scénarios catastrophes en salle de naissance? En fait, être sage-femme en salle d'accouchement, c'est être capable de gérer l'urgence. Donc, oui, des situations d'urgence, j'en avais déjà eu.
des situations aussi de mort, j'en ai déjà eu, mais des morts qu'on avait anticipées. Oui. In utero. In utero, Oui. des accompagnements d'IMG, d'interruption médicale de grossesse. Oui, où les mères doivent donner naissance à un bébé qui est déjà mort in utero. Et du coup, en tant que sage-femme, cette position-là, on accompagne un couple dans un deuil, mais c'est un deuil qu'on prépare. Oui. On s'attend à ça et on a une attitude de sage-femme qui accompagne une naissance qui va malheureusement mal se terminer, bien sûr. Ouais. Quand j'ai commencé ma garde ce jour-là, je ne pensais pas du tout traverser ce qu'on a traversé ensemble. Quoi. Oui, c'est sûr que c'est pas du tout le même scénario. Bien sûr. Donc, vous, Marie et Lionel, vous arrivez vers 17h. Vous connaissez l'endroit, c'est la routine, un petit check à l'accueil. Oui, et tout de suite, je passe même pas par la salle où on vérifie. Tout de suite, on nous met en salle de naissance. Quoi. C'est évident, c'est un troisième. Oui, c'est un troisième, j'ai perdu les os, il n'y a pas de sujet. Et je crois que quand j'arrive, je dois être à 3-4 cm déjà au niveau du col et je souffre, mais ça va. Enfin, c'est supportable. Oui, et effectivement, c'est une autre sage-femme et qui nous dit à un moment donné, je vais devoir vous laisser. On était un peu déçus parce qu'on l'a trouvé très sympa. Donc toi, tu avais une première sage-femme pendant quoi, 2-3 heures? Ouais, 2 heures. Et là, Aglaé rentre dans ta salle de naissance. Ouais. Mais le courant passe effectivement très bien, mais moi je suis à autre chose à ce moment-là. Bien sûr. Gère c'est ça. Alors, le début de l'histoire, c'est une histoire entre moi je commence ma garde, eux sont déjà équipés, ils sont déjà dans leur bulle, et donc moi je fais les présentations. J'avertis que ça va être moi la sage-femme qui va m'occuper d'eux, mais finalement la rencontre est très courte et très très vite. On arrive à complète. Ah et oui. Donc, ouais, c'est un troisième. Là, tu as un monito sur le ventre, j'imagine. Ouais. Et alors, il y a... je me souviens, parce que donc, la suite est un peu floue pour moi, mais là, je me souviens encore très bien. Il y a donc ma gynéco qui est là et la kiné parce que Pia, comme pour Jules, elle est pas bien mise. Ok. Postérieure. Et donc, on me met dans plein de positions pour essayer. Bon, alors après, elle peut naître comme ça, mais ils essayent qu'elle se remette dans le bon sens. Donc, je me souviens que je suis un peu mise dans toutes les... Ouais. On m'a mis dans des positions vraiment improbables. C'est vrai. Donc, ça n'a pas été une... Mais genre, 4 pattes beaucoup. 4 pattes. Oui, et puis, je sais pas, à un moment donné, j'étais couchée sur le côté, genre presque... Enfin, c'était... Pour tenter de la faire... Oui, mais il n'y a pas eu de manipulation physique. Hein. C'est vraiment, on tente, par le temps de la dilatation, de voir si certaines positions peuvent aider. Ce qui a été le cas. Elle s'est retournée. Ah, elle s'est retournée. Ouais. Ok. Le monito était bon? Parfait jusqu'au bout. Ok. Ouais. Et donc toi, Aglaé, à ce moment-là, toi, tu avais l'habitude d'être seule avec les parents Non, parce qu'en fait, en Belgique, et en tout cas encore plus dans cette maternité, en Belgique, la sage-femme, elle accouche très peu. Ah, d'accord. Donc, en fait, on a plus un rôle de suivi de travail et après d'accompagnement sur la naissance, d'accueil du bébé. Mais c'est le gynécologue qui vient faire l'accouchement. D'accord. Et en plus, Marie, elle avait une kiné qui se fait beaucoup dans cette maternité-là, qui a de nouveau une place pour positionner les femmes, pour tout ça. Ah, génial. Qui est là aussi en salle d'accouchement? Elle peut être là, c'est pas obligatoire. Et c'est recommandé notamment si le bébé n'est pas super bien mis, si c'est un siège, parce qu'elle aide la gynéco à... Voilà. Oui, à faire prendre des positions. Oui. Après, c'est pas indispensable. Ouais. Mais moi, elle était là. Et donc, Mais toi, c'était une kiné que tu connaissais? Oui, elle m'a suivie en prénatal. D'accord. En fait, étonnamment ou pas, mais en Belgique, il y a beaucoup de préparations à l'accouchement qui se font avec des kinés. Oui. Voilà. Et donc finalement, la patiente, quand elle vient accoucher, sa kiné, c'est sa figure de référence avec sa gynécologue. Ah oui, nous, pas du tout. Non, c'est complètement différent. Les kinés, on les voit pas du tout. Mais du coup, dans cette chambre-là, finalement, Marie est avec sa gynéco qu'elle connaît très bien, elle est avec sa kiné qu'elle connaît très bien. Et moi, je suis un petit peu le maillon qui fait ma petite place, mais... T'es presque une figurante. Oui, presque. T'as pas du tout le premier rôle. Pas du tout. Dans cette scène-là. Non. Ouais. Ok. Donc, vous êtes
5 On est 5. dans la salle d'accouchement. Ok. Et donc, très rapidement, Marie, t'es à dilatation complète. Oui, il est 22h et c'est lumière tamisée. Ouais. J'ai le sentiment, en tout cas, moi, que tout le monde est hyper détendu, hyper serein, parce que nous, on l'est. Lio et moi, on est... Enfin, Lio peut-être un peu moins, parce qu'il n'aime pas trop les salles de naissance. Mais voilà, c'est un 3e, il n'y a aucun problème à signaler. Et moi, je suis vraiment hyper sereine. Okay. Et je pense que ça se ressent dans l'atmosphère de la pièce. Aglaé, tu confirmes? C'était très calme, c'était très beau. Et moi, du coup, comme j'avais pas une place prépondérante mais dans des autres naissances aussi, mon grand plaisir, c'était du coup de prendre le téléphone des couples et de photographier les naissances pour qu'il y ait des souvenirs ensuite des naissances. Donc, c'est ce que je fais sur cette naissance. Je suis un peu en recul parce que c'est pas moi qui suis la chef d'orchestre. Et je photographie. Mais tu te rends utile quand même. Et je photographie ce moment que je trouve toujours si unique et beau. Et donc, voilà, c'est ce que je fais sur cette naissance en attendant la naissance de Pia et en photographiant la naissance de Pia. Ok. Et donc, le travail est bien engagé. Tu es dilatée à 10. Ouais, et ça va assez vite. Pareil, je crois que je pousse 2 fois. Ouais. Elle sort presque toute seule et donc je vais la chercher, je la pose sur moi et vraiment c'est incroyable quoi. Et là je me souviens, j'ai un sentiment, une émotion de complétude mais totale et je dis à Lio voilà. Et pareil pour lui, je sais que c'est pareil pour lui. On est hyper détendu, elle va bien, elle est bien. Les examens, alors donc là tu l'as sur toi. Je l'ai sur moi en peau à peau et je me souviens que je dis à Aglaé, je souhaite l'allaiter, je ne l'ai pas fait pour les autres, donc ne nous abandonnez pas, parce qu'on se vous voyez encore à l'époque. Parce que je sais que c'est un 3e, donc on peut peut-être se dire, on va les laisser tranquilles, mais moi je veux être accompagnée parce que je veux réussir à la mettre au sein. Et donc tu m'aides à la positionner. Et en fait, ils font ça comme des chefs. C'est vrai. Ouais, Pia attrape tout de suite mon sein, elle se met tout de suite à téter. Elle a pleuré en sortant du ventre. J'ai pas de souvenir qu'elle ait pleuré, mais elle était éveillée en tout cas. Elle avait les yeux grands ouverts. Oui. Oui, ça tu l'as elle allait chopé bien. sur les photos, Elle allait j'imagine. très bien. Et puis elle prend le sein de façon très vigoureuse et bien. Et puis de nouveau, on fait des photos de la mise au sein. Et en fait, entre guillemets, c'est fini. Tout va super bien. C'est magnifique. Ce couple vient d'accueillir leur 3e enfant. Et finalement, notre rôle après, c'est de les laisser dans leur stricte intimité et de quitter la chambre. Ouais. Et donc, c'est ce que je fais. Je quitte la chambre, je vais dans le bureau des sages-femmes où on complète beaucoup de papiers après un accouchement. Et une dizaine de minutes après, je me dis, c'est le moment, on va aller vérifier que tout aille bien dans la chambre. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il y a quand même ce qu'on appelle les premiers soins. Tu sais, le test, comment ça s'appelle Apgar. L'Apgar, c'est un score qu'on cote, mais sans avoir besoin d'examiner l'enfant. C'est un examen d'éveil, etc., mais qui se fait sans avoir besoin de le toucher. Et en fait, de plus en plus, les recommandations, c'est d'essayer que le pot à pot il soit continu et de postposer les soins finalement à plus tard pour que le contact soit maintenu entre la mère et le bébé. Et donc cette maternité, on est très fort là-dessus. Et donc le bébé n'est pas retiré de sa mère s'il ne montre pas des signes avant-coureurs, ce qui n'était pas le cas pour Pia. Donc les soins n'ont pas été faits à ce moment-là. D'accord. Donc, Marie, toi, t'es avec ta petite fille au sein qui tète comme une chef. Ouais. On appelle ma maman, parce que pour rappel, ma maman est à la maison avec les grands. Oui. Et on lui dit, voilà, elle est née. Et Lio lui dit, c'est Lio qui l'a dit, les feux sont ouverts, quoi, tout va bien. Donc, Et là, vous restez tout seul on est tout dans seul. La salle de naissance, on est tout seul. En contemplation de votre fille. Ouais. Et de nouveau, elle se dit, quel accouchement de rêve, c'est vraiment un accouchement de rêve. Quelle chance on a, quoi. Vraiment. Ouais. Et quand tu la vois téter, elle prend bien le sein, elle déglutit, Alors, au début, oui. Et puis, je trouve qu'elle elle commence un peu à grimacer, à chipoter un peu. Mais je ne sais plus si c'est toi ou la sage-femme, vous m'aviez dit... quand ils naissent comme ça assez rapidement, il n'est pas impossible que parfois on doive les aspirer un peu. Ah oui. Et on avait eu ça pour Jules, donc ça ne m'inquiète pas du tout. Parce que souvent, il y a un peu des glaires, c'est ça, au fond de la gorge, quoi. Hein, ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive. Ouais.
Et Jules, c'était arrivé, Bien il sûr. avait emmené 5 minutes pour aspirer, donc je n'étais pas du tout inquiète. Et c'est à ce moment-là que tu reviens dans la chambre et je te dis, tu me demandes comment ça se passe, et je dis, je trouve qu'elle chipote un peu, est-ce qu'il ne faudrait pas vérifier que tout va bien, quoi. En fait, tout va très vite. Et en fait, je rentre dans cette chambre, Oui. donc j'ouvre la porte et la première chose qui m'interpelle, c'est j'entends que Pia gémit. Et elle fait un bruit, le gémissement, c'est un bruit qui interpelle pour la prise en charge d'un bébé. C'est souvent un signe de détresse respiratoire. Et donc la première chose, c'est ça. Et du coup, je demande verbalement déjà dans le couloir, est-ce que tout va bien ? Et là, on me dit, ça commence à être un petit peu plus fatigué. Et je regarde Pia. Et en fait, je suis très vite interpellée par sa couleur. Elle est devenue très pâle. Et quand je commence à la toucher, elle est très molle. On appelle ça hypotonique. Et du coup, instantanément, je leur dis, je reviens. Il y a la salle de soins qui est juste à côté de la chambre. Et du coup, j'arrive dans la seconde dans la salle de soins. J'avertis tout de suite l'équipe. Et encore une fois, on est dans une très grosse maternité avec une super équipe sage-femme et une très grosse néonate. Et immédiatement, tout le monde arrive et on voit qu'elle va pas bien et les soins commencent immédiatement. En quoi ils consistent, ces soins ? Il y a beaucoup de monde qui vient très vite et du coup, c'est une grosse réanimation qui commence. Donc, d'abord, on fait la base. Effectivement, on aspire. Effectivement, on ventile pour voir s'il faut que ventile Pia. Et puis après, ce sera des soins beaucoup plus soutenus avec des perfusions, avec une intubation, etc. Mais moi, je ne fais pas la réanimation. La réanimation va durer plus d'1 heure. Et en fait, moi, je serai le maillon entre Pia, qui est à côté dans la petite salle, et Lionel et Marie qui sont juste à côté. Et oui, parce que tout ça, tous ces soins et cette première réa, en tout cas, se fait dans la salle juste à côté. Exactement. Toi, Marie, tu ne vois pas Non. ça, Non. C'est pas sous tes yeux. Non, mais on entend. Donc moi, au début, je suis donc Aglaé. Je vois pas, moi, que Pia est pâle. Il est 22h30, la lumière est tamisée dans la chambre. Je vois pas qu'elle est hypotonique et pâle. Et donc, quand Aglaé part avec Pia, de nouveau, je suis vraiment pas inquiète. Mais pas inquiète du tout. Je me dis, ils vont un peu l'aspirer. Et puis... Oui. Et par contre, très vite, Lio me dit non, je pense que c'est sérieux. Je pense que c'est sérieux parce qu'il entend du monde qui court dans les couloirs et on entend effectivement, un peu comme dans les films, ça crie, enfin ça parle fort, ça bipe. Et donc il me dit non, je pense que c'est sérieux. Et donc moi je dis non. Possible. Je suis dans un déni. Je suis à l'autre bout, quoi. Tu avais toutes les raisons de ne pas être inquiète. Non, en vrai. Et je crois que c'est toi en premier qui reviens et tout de suite. Alors ça a été tout du long de la réanimation Pia. Personne ne nous a menti. Il n'y a pas eu de faux semblants. Je vois à la tête d'Aglaé que c'est pas incroyable ce qui est en train de se passer. Pour autant, tu nous donnes pas de détails. N'hésite pas à compléter parce que moi, j'ai vraiment, à partir de ce moment-là, je suis dans une zone de flou. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais en fait, personne ne sait ce qui se passe. Mais tu nous dis que c'est grave. Toi, Aglaé, tu vois tout de suite que c'est grave. Oui. Ça se voyait que c'était grave. Et surtout, une réanimation, de nouveau, c'était pas la première fois que j'en assistais. Ce qui était compliqué chez Pia, c'est que tous les soins qu'on faisait, ça ne fonctionnait pas. En fait, l'oxygène n'arrivait pas à passer dans ses poumons. Et du coup, quoi qu'on fasse pour essayer de la réoxygéner, essayer de la refaire s'animer, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, on essayait de comprendre ce qui se passait. Puis tout avait été si flou. On me posait des questions en me disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et moi, je ne comprenais pas non plus parce qu'en fait, 10 minutes avant, tout allait bien. Et du coup, on essayait de comprendre, on essayait de refaire le fil de l'histoire, mais elle allait bien. Et puis, elle n'allait plus bien. Et personne ne comprenait ce qui s'était passé entre-temps. Et donc, en fait, j'oscillais entre eux, j'allais voir. Et puis, en fait, je voyais que ça n'allait pas. Puis, je retournais voir Lio et Marie. Et je restais beaucoup près d'eux. Ouais, on a passé beaucoup de temps ensemble. Beaucoup dans le silence, et puis beaucoup aussi dans un message de force, en montrant à quel point leur fille, elle se battait, elle était courageuse, et elle faisait tout pour rester parmi nous, mais sans donner non plus trop d'espoir, et en disant à quel point la réanimation à côté était compliquée. Toi, Aglaé, on te donne des infos, les médecins, la gynéco commencent à te dire
ça ne marche pas. Enfin, tous les soins où tu le constates, toi. On le constate, en fait. Tu le constates. On le constate. Tu fais toi-même le diagnostic. C'est très long, une réanimation d'1 heure. C'est normalement, un bébé qui reprend, ça va plus vite. Et puis là, c'était sans cesse plus compliqué. On faisait sans cesse des nouveaux soins et on espérait à chaque fois un peu plus en se disant cette fois-ci, ça va fonctionner. Et malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Et donc, sans cesse, je retournais auprès de Marie et j'annonçais qu'on essayait des nouveaux soins, mais que pour le moment, ça ne fonctionnait toujours pas, mais que leur fils battait. Et c'est vrai que Pia, elle s'est vraiment battue pendant tout ce temps-là. Mais en fait, ce qui ne fonctionnait pas, c'est qu'elle ne respirait plus ou la respiration était très compliquée. Sa respiration était très compliquée. Normalement, on oxygène pour remettre de l'oxygène dans son sang. Et ici, l'oxygénation était maximale et on ne remontait pas ce taux d'oxygène. Ses poumons ne prenaient pas l'oxygène qu'on lui transmettait, quoi. Mais son cœur battait bien. Et son cœur battait bien. Ah ouais. Le cœur battait, mais les poumons n'arrivaient pas à reprendre, quoi. Et moi, je comprends la gravité réelle quand ma gynéco revient. Donc, ma gynéco est partie, en mode bonne soirée, merci, bonsoir. C'est quand la réanimation commence avec Pia, je la rappelle en lui disant qu'il faut revenir. Et elle revient immédiatement. Et donc, quand elle rentre dans la chambre, là, je vois à son regard et je comprends qu'en fait, c'est très grave, parce que sinon, elle ne serait pas revenue. Et elle va rester avec nous elle va pas nous quitter. Et pareil, elle va faire un peu comme toi, un peu des allers-retours, essayer d'avoir des nouvelles, et puis... Mais elle va rester tout du long à côté de nous. Et donc, j'imagine que c'est l'heure la plus longue de votre vie. Interminable. Du côté des médecins, à partir de quand vous vous dites, en fait, on a tout essayé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle bénéficie de beaucoup de soins. Et à un moment donné, elle est relativement stable. Et du coup, les médecins décident de la transférer de service pour aller dans le service de néonatologie, qui est juste à côté de la salle de naissance. Ok. Du coup, ce qui se passe, c'est que Pia est transférée. Je pense que la néonatologue vient t'expliquer à ce moment-là ce qui se passe. Oui, elle vient nous expliquer... dans les grandes lignes, les soins qui ont été apportés, elle nous explique qu'ils ne comprennent pas ce qui ne va pas, que ça ne va pas, mais ils ne comprennent pas pourquoi, qu'ils ont tenté beaucoup de choses. Et là, elle nous dit clairement qu'ils ne peuvent pas nous garantir que son état cérébral sera bon et qu'on devra peut-être prendre une décision. C'est vraiment à ce moment-là où... Après coup, on se dira, mais c'est fou comme on est aligné. Sans se concerter, on dit, non, mais on ne s'acharnera pas sur elle. Et donc, elle nous explique qu'ils l'ont effectivement installée dans une petite couveuse et qu'on va pouvoir aller la voir. Et dans mon souvenir, ils repartent et elle revient 5 minutes après en courant en disant, en fait, il faut y aller maintenant. Qu'est-ce qui se joue avec Lionel quand vous êtes tous les deux là, il y a un moment quand Aglaé et ta gynéco repartent, vous vous retrouvez, j'imagine, à certains moments, que tous les deux. Ouais. Est-ce que vous arrivez à vous parler, à vous regarder, à respirer? Qu'est-ce qui se passe entre vous? On parle pas. Moi, je sais que je tremble très fort. Je suis vraiment incapable de me calmer. Et je suis en boucle. Mon obsession, mais vraiment, c'est qu'est-ce qu'on va dire aux enfants. Je suis en boucle là-dessus. Je n'arrête pas de dire, mais comment on va leur annoncer ça? Je suis fixée là-dessus. Et mais on ne se parle pas vraiment. Vous aviez eu ta maman au téléphone quelques minutes avant. Est-ce que vous la rappelez? Oui, donc Lio la rappelle pour lui dire... que ça ne va pas. Mais il ne lui dit pas la gravité des faits, mais il lui dit juste, voilà, ne préviens pas la famille. Oui, c'est ça. Je vis dans une tribu ultra connectée, parce que ça ne va pas. Mais il ne lui dit pas à quel point ça ne va pas. Donc elle, je sais qu'elle reste avec ça chez nous, à la maison. Mais c'est la seule personne de l'extérieur avec qui vous communiquez. Oui. Personne ne sait qu'on est à l'hôpital. Et donc là, Et toi, tu trembles, donc tu dis que physiquement, tu t'es prise de tremblement. Ouais. Lionel, il est comment, lui?
Alors pour le coup, il est beaucoup plus, c'est ce que je ressens, beaucoup plus, alors c'est pas le terme serein, mais je le sens fort derrière moi. Donc il se met sur le lit, il se met vraiment derrière moi pour me tenir et je sens qu'il est, à ce moment-là, il est le pilier du duo, quoi. C'est lui qui... Mais pour autant, on se parle pas et je crois qu'il est dans le même état que moi. C'est juste que je sens que c'est lui qui est fort pour les deux. Et en fait, on nous déplace sur ce lit en néonate. Et les deux sur le lit. Ouais. Moi, c'est vraiment une des scènes que je retiens avec le plus d'émotion. C'était vraiment... Ils étaient tous les deux dans le lit. On nous appelle, on nous dit « il faut venir tout de suite ». Ça ne va pas du tout. Et j'appelle une collègue et on pousse ce lit dans les couloirs avec le couple qui est vraiment bras dans les bras, allongé dans le lit. Et nous, on court dans cette chambre pour rejoindre le plus vite possible Pia, quoi. Et on arrive dans la chambre. Ouais. Moi, je me souviens, à ce couloir, je vois tout le monde qui nous regarde. Et vous êtes comme en cuillère. Et moi, je pense que j'ai un souvenir, en tout cas, de hurler. En tout cas, je crie. Enfin, il y a quelque chose qui sort de genre, c'est pas possible, quoi. Parce qu'on vient nous dire, vous devez venir, c'est la fin. Et donc, j'ai vraiment un souvenir de mon corps qui... Je sais pas si c'est sorti, peut-être pas. Je sais pas si tu t'en souviens. Mais moi, j'ai le souvenir de crier, d'extérioriser et de dire, c'est pas possible. Tu te souviens si elle a crié, toi, Oui, elle a crié. Mais donc, c'était pas que intérieur. Ouais. Et donc, vous voyez, vous laissez passer ce... Moi, je pousse. C'est toi qui le pousse. On pousse vite, on va le plus vite possible. On arrive juste à temps pour juste à temps. Et donc là, il débranche Pia et il me la met dans les bras. Et en fait, je dis non, c'est Lio qui doit la porter. Parce que moi, je l'ai portée pendant 9 mois. Je l'ai eue en peau à peau et au sein. Et donc, je dis non, elle doit aller dans les bras de son papa. J'avais vraiment ce truc de il faut qu'il l'ait au moins une fois à bras. Et donc, on est sur ce lit avec Pia dans les bras. Et je pense que tout le monde s'en va. Ouais. Et là, il va se jouer une scène très importante. C'est que Lio va lui parler. Pardon. T'inquiète. Il va lui dire à quel point on l'aime, à quel point son frère et sa sœur l'aiment, à quel point elle était attendue. Et puis il va me regarder, et ça va vraiment être le socle pour la suite. Il me dit, on va s'en sortir. On va s'en sortir, on va y arriver. Elle ne sera jamais, jamais un poids pour notre famille. Elle sera le soleil, l'espoir. On en a 2 autres, il faut qu'on soit fort. Et il me répétait ça en boucle. On va s'en sortir, on va y arriver. Et je me raccroche à ça. Et puis, je crois que très vite, l'équipe revient. Et la pédiatre l'ausculte et puis il nous dit, elle est décédée, c'est fini. Et donc, elle est décédée dans nos bras, enfin, dans les bras de Lio. Enfin, on était enlacés tous les 3. Oui, quoi. c'est ça. Ouais. Tous les 3 sur ce lit. Ouais. Et à ce moment-là, on passe du rêve au cauchemar en un claquement de doigts. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On se prend un bus dans la tronche. Ouais. C'est d'une violence folle. Parce que j'ai accouché à 22h et Pia est décédée à 23h, 23h30. 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 Ouais. En 1h30, tout bascule. Ouais. En 1 heure, puisqu'elle est restée presque une demi-heure avec nous au début. Donc voilà. Côté médecin, quand vous laissez ces parents enlacés avec leur tout petit bébé là sur ce lit, qu'est-ce qui se passe, vous, de votre côté ? Est-ce que vous vous retrouvez ? Est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous pleurez ? Est-ce que vous questionnez ? En fait, moi, ça fait aussi 1h30 que je suis avec eux, donc eux, le sol se dérobe, mais le mien aussi. Il y a quelque chose là-dedans, dans ma fascination pour le métier, qui est partie instantanément. Une insouciance qui était peut-être naïve, mais qui me portait depuis le début, qui m'a quittée tout de suite. Et je me suis retrouvée dans ce service, à devoir vider leur chambre, qui, il y a 1 heure, faisait naître Pia, et à devoir finalement endosser le rôle de la sage-femme qui continue son travail dans le service. Et j'étais là, mais non, c'est trop dur, quoi. Et en même temps, eux étaient à côté, et eux, je les aimais. Et donc, il y avait cette ambivalence de je dois être là pour eux aussi. Et donc, j'ai fait ce que je devais faire dans mon service. Et puis, après un certain temps, je suis venue vous retrouver, finalement, pour la suite de la prise en charge, quoi. Ouais.
Et tu as eu besoin d'aller vite les retrouver? Je crois que j'ai été les voir une fois très vite après le décès de Pia. Ouais. Je suis allée dire aussi un petit mot dans l'oreille de leur fille. Et puis je les ai quittés. Ils ont passé le temps qui était nécessaire pour eux avec leur fille. Et à un moment donné, on m'a rappelé pour me dire qu'il fallait que je vienne les chercher. Ok. Alors, comment ça se passe Très vite, Lio et Marie ont exprimé le besoin de rentrer chez eux immédiatement. Ah ouais, de ne même pas passer la nuit à l'hôpital. Non, c'était impossible pour moi. C'était inimaginable pour moi de rester là. Et surtout, c'était inimaginable de laisser ma maman seule avec mes enfants. Et ils allaient se réveiller. Et puis, elle n'allait pas leur mentir, mais elle ne pouvait pas non plus leur dire. Donc moi, je voulais être à la maison pour quand les enfants se réveilleraient. Ce qui est décidé, comme ils demandent très rapidement de pouvoir rentrer à domicile, la gynécologue de Marie accepte si elle passe un certain nombre d'heures sous surveillance. Et par contre, on t'impose de revenir le matin. Oui, le lendemain matin. Pour avoir une surveillance et pour pouvoir revenir voir ta fille. Oui. Et de voir votre fille? On pouvait. Vous pouviez. Est-ce que c'était... Bon, j'imagine qu'à ce moment-là, toi, tu savais pas trop ce que tu voulais. On a passé du temps avec elle le soir même, un petit peu de temps. Mais le lendemain, on ne l'a pas vue le lendemain parce que les médecins nous ont dit que fatalement, elle s'était déjà un peu dégradée. Et on avait fait des photos avec elle. Elle était si belle. On n'avait pas du tout envie d'avoir une image autre. Et donc, on n'a pas voulu. Alors, avec le recul, j'aurais sans doute voulu passer encore des heures à ses côtés. Mais voilà, c'est des décisions... Mais ouais, on n'est pas... on est revenu le lendemain, mais plutôt pour la paperasse, l'assistante sociale qui vient, parce qu'en fait, il faut déclarer le décès. Elle nous explique comment ça se passe avec les pompes funèbres. Enfin, c'est lunaire, quoi. C'est vraiment lunaire. Il y a une psy qui vient nous voir. Il y a la pédiatre qui revient nous expliquer un peu... la même que celle de la veille. Ouais. Mais je me souviens, juste pour revenir sur la nuit... Je me souviens parfaitement de deux choses. La première, c'est que tu viens nous rejoindre dans cette chambre et tu nous demandes si on veut que tu restes. Et moi, il est inimaginable qu'elle parte. J'étais déjà Enfin, tu faisais partie de l'histoire et puis tu étais une des rares à avoir connu Pia et puis on était en confiance avec toi. Et donc, je te dis non, on reste. Il y avait la gynécologue qui était là jusque tard dans la nuit. Et je me souviens que la condition pour que je puisse rentrer chez moi, c'est que je fasse pipi parce que en fait, j'ai eu une péridurale et il faut s'assurer que tout fonctionne. Et oui. Sauf qu'en fait, j'y arrive pas parce que j'ai pas de sensation. Et donc, vous revenez avec un plateau, avec des verres d'eau et des cafés, en disant, mais ok, qu'à cela ne tienne, si tu veux rentrer. Et donc, je me suis affonné quelques verres d'eau et quelques cafés. J'étais déterminée, vraiment déterminée. Et déjà, à ce moment-là, Aglaé représentait pour toi, effectivement, ce que tu dis très justement, quelqu'un qui avait connu Pia. Oui, et puis je sais pas, je me sentais en confiance à ses côtés. Et le réconfort, cette nuit-là, en tout cas, c'était elle et ma gynéco, quoi. Ouais. Aglaé, toi, est-ce que tu craignais de retourner les voir ? Est-ce que tu avais peur de, je sais pas, d'être jugée, d'être accusée? Oui, je pense que c'est pour ça que je leur ai demandé la permission et j'aurais totalement compris qu'à ce moment-là, ils ne souhaitent plus me voir. Il se fait que ça n'a pas été le cas et tant mieux, mais il y avait une petite appréhension. Oh, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et donc, en fait, il s'est passé, après encore une grosse heure, où tu es restée avec nous à la maternité. Enfin, pas à la maternité, mais en chambre. Ok. Et du coup... C'était une heure où on a pu continuer à parler. Et c'était très calme comme atmosphère. Ouais. C'était très... presque comme si c'était léger. Ah ouais. C'est vrai, moi je l'ai vécu comme ça. Il y avait une sorte de décompensation. On avait eu un pic émotionnel tellement douloureux, puis ça redescendait. Ouais. Et donc en fait, à ce moment-là, on revient sur les histoires de photos. Et là, je me dis, mais leur téléphone est rempli de photos de naissance et de vie de leur fille. En fait, ils vont rentrer à la maison. Et demain, ils vont ouvrir leur téléphone et probablement qu'ils vont tomber sur ces photos de naissance. Et j'ai eu peur de l'intensité que ça pouvait éprouver. Et du coup, à ce moment-là, juste avant de partir, je les informe qu'il y a ces photos dans leur téléphone. Oui. Et du coup, je leur propose qu'ils me les confient. Et que quand ils se sentiront prêts,
je me porte garante pour leur envoyer. Mais du coup, je les récupère, quoi. Et donc, c'est là qu'on échange nos numéros. D'accord. Qu'ils m'envoient leurs photos. Et qu'ils les effacent. Tu les effaces du coup du téléphone. C'est toi qui le fais. Ouais. Ok. Tu t'envoies tout sur ton tel. Ouais. Et tu effaces tout du tel de Marie. Et elle me laisse son numéro. Et elle te laisse son numéro. Et c'est là. Le précieux numéro. Et moi, une autre scène qui a été ensuite, en tout cas que je ressens encore comme quelque chose qui a été intense, c'était, à un moment donné, il a fallu les raccompagner à la voiture. Oui. Oui. Il faut s'imaginer installer Marie sur ce fauteuil. Il est 3h du matin. Avec le coussin d'allaitement sur l'épaule, avec la valise de maternité à la main, de les raccompagner à la voiture où le siège auto est installé à l'arrière et de poser cette maman dans cette voiture avec leur fille qui est en haut à l'étage et de se dire mais comment ils vont faire quoi. Ouais, ça paraît inimaginable. C'est inimaginable. Et pourtant, il a bien fallu reprendre cette voiture pour rentrer chez vous, faire le chemin inverse. Quelques heures plus tard. Mais eux rentraient, extrêmement difficile, et moi continuer la nuit et prendre un autre couple. Et oui, parce que toi, ta garde n'était pas finie. Pas du tout. Et t'as pas eu on t'a pas dit, écoute, rentre chez toi? Non, je pense que je l'ai pas exprimé non plus. Je crois pas qu'ils auraient été contre, mais il n'empêche que voilà, c'est pas ce qui s'est passé. On a tous vécu la naissance de Pia et on a tous vécu l'intensité de tout ce qui s'est passé dans les heures qui suivaient. Et en même temps, c'est une salle d'accouchement et dans une chambre, il y a ça et à côté, il y a une naissance heureuse. Et donc, j'ai raccompagné Lionel et Marie et il a fallu prendre un nouveau couple qui venait tout heureux. Mais quelle nuit interminable. Oui. Pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour vous, continuer votre nuit, ça doit être quelque chose. Qu'est-ce qui te traversait comme sentiment à ce moment-là, comme émotion, toi, Aglaé? Je pense que la plus grande, c'était la tristesse. Énorme. Beaucoup de tristesse pour eux. Un peu pour moi par rapport à mon métier. Parce que, voilà. Et puis, j'avais une part de culpabilité. Je me disais, mais est-ce que j'ai raté quelque chose, quoi? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais dû faire différemment? Et ça a été long. Oui, j'imagine. Et lourd à porter. Ouais. Est-ce que, justement, par rapport à cette culpabilité que tu as pu ressentir, est-ce que tu as pu en parler rapidement avec l'équipe qui était présente ce soir-là? Ouais. Tout le monde s'est interrogé, j'imagine. Je n'ai pas un souvenir très clair et très net de tout, mais bien sûr qu'on m'a demandé ce qui s'était passé de façon détaillée. Et en même temps... j'ai jamais ressenti une quelconque forme de culpabilité ou de par l'équipe. De par l'équipe, oui. Non, on n'a jamais remis en question. En tout cas... Oui, ton professionnalisme. Bien sûr, on m'a demandé ce qui était de ta complètement prise en normal, mais on n'a jamais dit mais je pense que tu as fait une erreur à ce moment-là. Et en fait, heureusement, parce que je crois que vraiment, pour le coup, bien sûr, ça aurait été encore plus compliqué. Mais voilà, j'ai compté les heures jusqu'au petit matin. Au petit matin, il y a eu l'équipe de la journée qui est arrivée, où l'histoire... repasse. Oui, elle a dû se répandre comme une traînée de poudre dans la maternité. T'as vraiment l'impression que... Ouais, et c'était toi. Et c'était compliqué. Ouais. Et puis j'avais très hâte de rentrer chez moi. Et la nuit s'est enfin terminée. Enfin. Et le lendemain, toi, tu t'enchaînais une garde ou t'étais off? Non, normalement j'enchaînais 4 nuits. Mais ce sera les seules 3 nuits que j'aurais pas faites. Mais j'ai mis un certificat médical pour les 3 nuits qui suivaient. Ah ouais. J'arrivais pas. Ouais. Déjà, j'ai pas dormi de la journée. Et oui, bien sûr. J'ai passé le fil en boucle. J'ai appelé toutes les sages-femmes que je connaissais pour demander 42 avis. Pour essayer de revoir... Des avis sur qu'est-ce qui a bien pu se passer. Qu'est-ce que j'ai pu rater. Ouais. En fait, c'est très dur parce qu'on ne cesse de te dire c'est pas de ta faute. Et non, il n'y a pas eu d'erreur. Mais moi, c'était pas possible. Parce qu'on a beau l'entendre, on a beau nous former à ça dans nos études de sage-femme, on peut pas savoir comment on va le vivre quand ce sera le jour J. Et moi, je savais que ça pouvait arriver, mais en fait, j'étais pas prête à le vivre. Clairement, j'étais pas prête à le vivre et j'ai vécu ça avec une énorme intensité. Mais est-ce que quelqu'un est prêt à le vivre? Jamais, je pense. Jamais. L'être humain n'est pas prêt à vivre ça. Non, mais c'est parfois ce que je trouve difficile dans ce métier-là, c'est qu'il y a un tel aura autour de ce métier que tellement on nous dit « Ah, mais t'accompagnes la vie, c'est tellement beau ». Et je suis la première fan de mon métier. Mais waouh,
c'est aussi parfois tellement dur. Et là, j'ai pris le poids de tout ça ce jour-là. D'accord, donc finalement, tous les témoignages que tu as essayé de recueillir, les retours d'expérience, ne t'ont pas donné de réponse concrète. Non. Qu'est-ce Mais qu'elles te disaient, ces sages-femmes? que j'avais fait Ses tout ce qui était dans collègues. mon ressort, en tout cas qu'ils n'auraient pas fait différemment. D'accord. Moi, je me disais, mais est-ce que j'aurais pas dû quitter cette chambre à ce moment-là, quand j'avais l'impression que tout allait bien? Ouais. Et en même temps, si tout va bien, on quitte la chambre. Et donc, je passais mon temps à me dire, mais est-ce que j'aurais dû voir? Est-ce que j'aurais dû revenir plus vite? Est-ce que j'aurais dû? Et puis tout le monde me disait, mais pour un autre accouchement où tout va bien, tu n'aurais pas fait différemment. Eh oui. Donc ça a été très dur d'anticiper ça et ça a été surtout très dur après de revenir. J'imagine. Est-ce que ça t'a enlevé un tout petit peu de culpabilité ce lendemain Non, Pas du tout. pas du tout. Non. Ça n'a pas... Ça a mis du temps. Ça a mis du temps, Ouais. ouais, c'est normal. Marie, Aglaé te laisse dans votre voiture familiale. Il est 3h du matin et là, donc, vous rentrez chez vous. Ouais. Ta mère est debout, Ouais, vous elle dort attend pas, évidemment. Elle nous attend. Mm. Elle comprend tout de suite quand on passe Parce que la vous l'avez porte, pas eu depuis. Non, je voulais pas lui annoncer par téléphone. Ah là là. Mon Dieu. Et donc elle comprend tout de suite quand on passe la porte à 3-4 heures du matin en tout cas que ça ne va pas. Mm. Et donc là, on lui annonce. Et les heures qui vont suivre vont être pour moi les plus difficiles dans toute cette histoire. C'est ce que je vais devoir retravailler après énormément avec ma psy. C'est le choc de l'annonce aux gens. Aux enfants d'abord, qui se lèvent à 7 heures, la fleur au fusil, pensant aller à l'école, et qui nous découvrent en fait dans notre lit et à qui on doit annoncer que leur petite sœur est morte. Ils s'effondrent, tous les deux. Vous le formulez comme ça? Oui. Oui, on ne dit pas autre chose que ce qui est arrivé. Alors, on ne sait pas trop ce qui est arrivé, mais on leur explique que son cœur ne voulait pas battre. Alors, en l'occurrence, ce n'était pas le cas, mais je pense qu'avec des mots très simples, on dit qu'elle s'est battue et que malheureusement, c'est des choses qui arrivent et qu'en fait, elle est morte. Ouais. Et donc, il s'effondre, c'est terrible. Et ce qui va être très dur, c'est qu'en fait, on est le 15 septembre, c'est la date de mon terme. Il est 7 heures du matin et on commence à appeler, en tout cas, mon papa, mes frères, la marraine. Et tout le monde décroche. Guilleret. Bien sûr. Ils ont quelque chose à nous annoncer, évidemment. Bien sûr. Donc, vous prenez le temps d'appeler tout le monde un par un? Non, nos très proches. Oui. Donc, mes frères, Ouais. mon papa, la maman de C'est Lio. déjà beaucoup, tous ces coups de fil. Oui. C'est toi qui les passes? Non, c'est Lio qui décroche, enfin qui prend le téléphone, qui annonce que j'ai accouché mais que ça ne s'est pas bien passé, et puis il me donne le relais. D'accord. Et je me souviens que je dis aux gens, je suis désolée d'avoir à t'annoncer ça. J'ai l'impression, ce jour-là, d'être la personne qui va bousiller la journée, la vie, en tout cas de tous ses proches. Et Tu culpabilises, toi aussi, ouais, d'une certaine manière, d'avoir cette mauvaise nouvelle à annoncer oui, et aux de gens. me dire qu'est-ce qu'on fait vivre aux gens, finalement, surtout à nos enfants. Ils n'ont rien demandé. Ils ont 4 et 7 ans et l'histoire est terrible, quoi. Et on leur annonce qu'ils viennent de perdre une petite sœur. Et les heures qui vont suivre, ce n'est que ça, c'est d'appeler les proches. Et à chaque fois, à chaque appel, les gens au bout du fil sont... C'est extrêmement douloureux. Et en fait, on se rend compte à quel point cette petite fille était attendue. Évidemment, elle l'était, mais c'est en mesurant... Oui. Et on retourne à l'hôpital. Et c'est là qu'on a l'assistante sociale. On nous demande si on veut voir Pia. Et donc là, vous dites que vous ne souhaitez pas la revoir. Oui. Ouais. On vous dit quoi? Est-ce qu'on vous parle d'autopsie? Oui. Ouais. Donc la pédiatre vient nous revoir. Elle nous réexplique en détail les soins qui ont été apportés. Elle nous redit à quel point ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Elle nous demande si on veut faire une autopsie, donc oui, on est tout à fait d'accord, et des tests génétiques.
Et puis, c'est un hôpital où, alors pour le coup, humainement, la prise en charge est incroyable. On n'a rien dû faire administrativement. On n'a pas dû déclarer sa naissance, on n'a pas dû déclarer son décès. On n'a rien dû faire auprès enfin, tout ce qui est paperasse, c'est l'assistante sociale de l'hôpital qui a fait ça pour nous. Ça, c'est très soulageant quand même. Ouais. La seule chose qu'on a dû faire, c'est donc 2 jours après, on a dû aller aux pompes funèbres. Voilà, ça c'est choisir un cercueil. Donc ça aussi, c'est lunaire. Ouais. Parce que donc, vous avez eu envie d'une cérémonie, de funérailles. Oui, en tout cas, quand elle est née, elle a vécu. Et donc, il faut... on décide effectivement de faire une crémation. D'accord. Mais alors moi, j'en parle pas. Et en fait, les jours qui vont suivre ils sont très flous pour moi. Ils sont à la fois très durs et empreints d'une douleur et d'une tristesse immense. Et en même temps, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques parce que autour de nous, sans qu'on s'en rende compte, il y a une chaîne de solidarité qui va se mettre en place. Très vite, en fait, mes 2 meilleures amies vont créer un groupe WhatsApp avec ma famille et nos amis proches pour, dans notre dos, on ne l'apprendra qu'après, pour en fait diffuser l'info sans qu'on ait à appeler, je sais pas moi, le travail, Lio, son travail, pour qu'on n'ait pas à appeler tout le monde. Donc, elle diffuse l'info. Et je sais qu'ils discutent ensemble de qu'est-ce qu'on fait pour eux là maintenant, quoi. Ils m'ont expliqué par après qu'ils étaient tellement démunis, ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, on va se retrouver à ne jamais être seuls, entourés de ma famille. Le soir même, le 15, on fait un énorme repas avec mes frères, mes belles-sœurs, mes neveux et nièces. Chez vous ? Ouais. Okay. Chacun apporte vraiment bonne franquette. Mais oui, j'ai ma belle-sœur qui nous amène des courses. Des parents de l'école viennent déposer des plats sur le pas de la porte. On reçoit des fleurs. Et alors moi, du coup, je ne comprends pas d'où ça vient. Parce qu'en fait, je l'ai dit à, je ne sais pas, 10 personnes ou 15 personnes. Et en fait, les messages abondent, les fleurs, T'arrives à gérer tout ça, à absorber tout ça? Ça me fait du bien. Ouais. Après, je suis en pilote automatique. Ça fait 2 jours que j'ai accouché, ça ne se voit pas. Ah ouais. Je suis debout. Enfin, vraiment, on ne peut pas dire que j'ai été enceinte. Et je suis en mode pilote automatique. On décide de remettre les enfants à l'école. Donc, le 15, ils ne vont pas à l'école. Et en fait, c'est très compliqué parce qu'ils sont là dans une atmosphère terrible d'adultes qui pleurent. On a plein de gens qui viennent nous voir. Et en fait, c'est vraiment pas gai pour eux. Et donc, dès le vendredi, on les remet à l'école. C'est Lio qui va les déposer, qui va parler aux profs. Et ça, c'est aussi une très bonne décision qu'on a prise parce que eux, ça les remet dans une routine. Et en fait, nous aussi, on n'a pas le choix que de se lever, que de continuer les activités pour eux. Ils sont encore petits malgré tout. Donc, Et le lendemain, là, justement, cette journée que vous passez tous ensemble chez vous, ils sont comment Jules et Cézanne, ils vous posent des questions, ils sont tristes. Ils sont tristes et en même temps, c'est la magie des enfants. Très vite, le quotidien reprend. On a faim. Est-ce qu'on peut regarder un dessin animé ? En fait, ils s'ennuient un peu ce jour-là. Mais ils sont tristes, oui. Et après, on décide que ça ne sera jamais un tabou. Et donc, vraiment, on répond à leurs questions, on en parle. Cette petite sœur, elle a existé pour eux, même si c'était qu'une projection, elle était là. Et donc, on va recevoir le lendemain de la maternité, justement, un petit livret avec des photos de Pia, qu'une équipe a prises, ses empreintes, ses petits cheveux dans une enveloppe. Et on va leur montrer tout ça. On va vraiment... Oui, parce que j'imagine qu'ils doivent se demander à quoi elle ressemblait, cette petite sœur. C'est important, je pense, de mettre un visage sur ce bébé qui était dans le ventre. Donc ça, on va leur partager. Donc on répond aux questions. Mais en fait, très vite, je me souviens... Donc mes frères arrivent le soir même avec leurs enfants, parce que c'était important qu'il y ait de la vie dans cette maison. Et je me souviens de Cézanne qui ouvre la porte et qui dit, je ne sais plus si c'est à mon frère ou à ma belle-sœur, « Tu sais, ma petite sœur, elle est morte. » C'est entendu. Voilà. Et en fait, c'est tellement déconcertant et en même temps, c'est incroyable parce que ça détend complètement l'atmosphère. Et
Et puis en fait, c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à Non, dire. C'est la non. réalité. Et en fait, les enfants partent jouer avec leurs cousins. Enfin, il y a un mélange de beaucoup de pleurs, de tristesse et en même temps de joie. Je me souviens qu'on va aller dormir tard, on va boire pas mal de verres, on va refaire le monde tous ensemble. Et ça va être comme ça jusqu'à les 5 jours qui vont suivre, jusqu'à l'enterrement. On ne va jamais être seul. On va toujours être entouré d'un repas avec soit de la famille, soit les amis. Et ça vous va, ça? C'est pas épuisant? C'est épuisant. Il y a des moments où on se repose, mais ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. La veille de l'enterrement, on va par exemple partir toute la journée avec mon frère et ma belle-sœur. Ma belle-sœur qui est enceinte à ce moment-là. Ah oui, de 6 là mois. là. Okay. On va partir faire une journée de shopping à Gand. Voilà. Ok. Voilà, on sort et en fait c'est génial. On se fait plaisir. Et on se laisse guider. C'est mon petit frère et ma belle-sœur qui nous emmènent. Voilà, mes amis passent tout le temps. Enfin, on est vraiment entourés et à tel point qu'arrive l'enterrement. Et en fait, moi, je m'attends à ce qu'on soit 15 parce que j'ai prévenu personne en tout cas. Pas parce que je voulais pas, mais parce que de nouveau, c'était tellement lunaire. Et puis moi, je me disais, mais les gens vont pas venir à un enterrement d'un bébé. C'est l'horreur. Enfin, il faut qu'ils fassent autre chose de leur journée. On est mardi, tout le monde travaille. Ne faites pas ça. Je me disais, mais non, enfin, qu'est-ce qu'on impose de nouveau? Et donc, j'en avais pas trop parlé. Et en fait, on va arriver au crématorium et il y a, je sais pas, plus de 100 personnes. Ouais. Il y a plus de 100 personnes, dont Aglaé. Oui. Je crois. Oui. Ça te fait plaisir, toi, Aglaé, d'avoir des nouvelles de Marie? Ouais. Tu l'attendais, ce WhatsApp-là? Parce que j'ai eu peur après l'accouchement, mais j'ai eu peur après quand ils sont partis. Je me suis dit, peut-être qu'ils m'en ont pas voulu sur le moment, mais, ah oui. Mais peut-être que ça sera plus tard. Et du coup, quand ils me demandent les photos, déjà, je suis très contente de leur rendre. Ouais. C'est pas que je n'étais pas à l'aise d'avoir ces photos dans mon téléphone, mais elles ne m'appartenaient pas. Et donc, j'étais très contente de pouvoir leur rendre. Même si j'imagine que c'était pas facile de les recevoir, mais elles étaient belles, ces photos. Ouais, magnifiques. Et donc, j'étais très contente de leur rendre et par la même occasion d'avoir de leurs nouvelles. Et du coup, en réponse, elle m'envoie, je sais pas si ça s'appelle un carton d'invitation. Mais... Non, c'est un faire-part de décès. Un faire-part de décès. C'est comme ça que ça s'appelle. Ok. Pour aller à cette cérémonie, et je me pose pas une seule seconde la question. Ma place, c'est d'y être. Pour le couple et puis aussi pour Pia, je suis contente d'aller lui dire au revoir. Est-ce qu'il y a aussi ta gynéco? Ouais. Ta kiné? Non, parce que je suis moins proche d'elle, mais il y a ma gynéco est là. Et puis il y a tous nos amis, toute la famille, c'est incroyable. Il n'y a pas les enfants, on décide de le faire sans enfants, parce qu'on trouve ça vraiment trop dur et on sait qu'on ne va pas pouvoir s'occuper d'eux. Donc on décide de faire quelques jours après avec eux une cérémonie avec tous les enfants de la famille. Donc en plus petit comité, on a planté un arbre chez mon papa. Mais donc ce jour-là, à l'enterrement, il n'y a pas les enfants, ils sont à l'école. Très bien, ok. Est-ce que vous aviez réussi à préparer un peu quelque chose pour cette cérémonie? Lio a fait une magnifique cérémonie. Et moi pas. Moi, j'ai choisi le cercueil. Et puis c'était déjà pas mal. Lio a... Ça a été sa façon pour lui de non seulement de se connecter à sa fille, mais en tout cas de commencer son deuil. Ça a été de lui préparer une cérémonie qui, je crois, était magnifique. Elle était très belle. C'était un message de force, de paix, de résilience. Ils étaient soudés et ils ont lu des textes qui étaient hyper beaux face à un tel drame. Et c'était assez impressionnant à voir. J'imagine. Je vais le lire ici parce qu'il est tellement inspirant que je pense qu'il peut être un message de force pour beaucoup de personnes. Ok. Donc c'est la fin du discours, il parle de leur fille et il marque « Enfin, parce qu'elle nous a appris, en si peu de temps, qu'une injustice cruelle et absurde ne se résout pas dans la colère. Nous sommes dévastés, nous sommes bouleversés, nous sommes foudroyés, mais nous sommes en paix, prêts à envisager sereinement le futur avec son frère Jules et avec sa sœur Cézanne. Quand on prend ce recul, il est totalement fou de voir qu'un être si petit a laissé un héritage si grand. Voilà qui était Pia. Elle était notre 3e enfant. Elle a été une leçon de vie, brutale, c'est vrai, mais si belle, si forte, si sage. Beaucoup d'entre vous nous ont dit que nous traversions cette épreuve avec une force incroyable. Alors c'est que vous aussi, vous avez un peu touché de ce qu'était Pia.
Voilà. Et alors, toi, ça te fait quoi, ce discours, Aglaé? J'espère juste qu'ils vont s'en sortir. Et en même temps, ce jour-là, il y a une forme d'apaisement où je me rends compte qu'ils vont s'en sortir. Parce qu'ils sont tellement forts et ils sont tellement soudés à deux que je sais que ça va aller. Mais j'ai pas envie de les perdre. Voilà. Tu sens ça déjà? Ah ouais. Ouais. Voilà. Et toi, Marie, ça te fait quoi de voir Aglaé dans l'assemblée, là, ce jour-là? Ça me touche, vraiment. Parce que tu vois, je me souviens pas de t'avoir envoyé le carton, donc je suis extrêmement touchée. Et je tiens à dire, parce que tu l'as déjà répété plusieurs fois, mais ça ne nous a jamais traversé l'esprit de lui en vouloir ou de nous dire que peut-être qu'elle avait commis une faute professionnelle. Jamais, vraiment. Et alors, les jours d'après, Marie, Aglaé, chacune, vous repartez dans vos vies. Comment ça se passe, toi, Marie, chez toi? Comment on vit? On survit. On survit. Qu'est-ce qui te fait du bien à ce moment-là? Qu'est-ce qui te redonne un peu le sourire? Ce qui me fait du bien, c'est mes enfants. Je dis toujours que l'histoire, elle aurait sans doute pas été la même si Pia avait été notre premier enfant. Là, on a de la vie à la maison et on doit s'en occuper. Donc, c'est mon entourage, mes proches. Je ne suis jamais seule. Même quand je suis seule, j'ai des messages, j'ai des attentions. Je vis vraiment des choses incroyables. On m'offre énormément de soins. Je vais faire plein de massages. Je vais faire 1 an de massages incroyables. Je me rends compte à quel point ça me fait du bien physiquement de me reconnecter avec mon corps. Je vais très vite voir une psy parce qu'en fait, je me rends compte que sans ça, ça ne va pas être possible. Et donc, je vais faire de l'EMDR. Ça va me sauver. Donc, on te fait revivre le moment ou Oui, donc en fait, c'est une technique qui permet au cerveau d'assimiler quand il y a eu un choc. Donc, on revit, je rediscute, je réexplique ce qui s'est passé. Et grâce à cette technique assez particulière, ça permet en tout cas de ne pas oublier ce qui s'est passé, mais de digérer l'information et de ne pas subir un choc post-traumatique permanent. Et donc ça apaise. C'est très efficace. C'est très efficace et ça apaise beaucoup. Et en plus, je rencontre une psy incroyable qui est toujours ma psy. Génial. Et qui du coup va... Lionel en fait de même ou pas? Il va aussi aller voir quelqu'un, mais un peu moins. Et il en ressent moins le besoin. Mais oui, on va tous les deux être suivis. On va faire suivre les enfants aussi. C'est un choc aussi pour eux. On va recevoir un voyage. Nos amis, mais jusque très loin, des amis d'amis. En fait, les gens ne savent pas quoi faire et donc ils vont faire une cagnotte pour qu'on puisse partir. Et donc on va partir dans le sud de l'Espagne à 4 au mois d'octobre pour complètement déconnecter. Et donc la suite, c'est ça. Moi, je ne vais pas travailler pendant 1 an. Ça va pas être possible. Et puis en plus, mon environnement de travail n'est pas du tout c'était déjà compliqué. Donc je prends conscience grâce à ma psy qu'il y a aussi d'autres choses que je peux mettre en place. Et dans ces moments-là, je me dis, en fait, je peux pas y retourner. Je peux pas m'imposer ça. Et pour Pia, en fait, cette histoire, c'est tellement absurde, c'est tellement dur que ça peut pas être arrivé pour rien. Et du coup... Et c'est la philosophie liée aussi. Tout ce qu'on va traverser après, on le fait au regard de ce qui nous est arrivé en fait, je subissais des choses qui n'étaient pas OK au travail. Non, en fait, je vais pas y retourner comme si de rien n'était. Je vais changer de vie, je vais changer de métier. Et tout va être sous ce prisme-là de... En fait, c'est tellement absurde que ça peut pas... Il faut que ce soit arrivé pour quelque chose. Il faut que ça nous fasse, voir la vie autrement. Ça, vous l'avez tout de suite. Très vite. Et je sais qu'une de mes amies les plus proches me confie après, me dire j'ai eu tellement peur que tu changes, que ta tristesse soit telle que tu sois plus jamais la même personne. Je suis d'un tempérament plutôt optimiste, joyeuse, festive, et c'est vrai que c'est tout sauf c'est sûr. Sauf ça. Et en fait, j'aime bien dire que je suis effectivement plus du tout la même personne, mais je suis une meilleure version de moi-même parce que, en fait, j'ai pris le temps de me reconstruire, de me connecter à moi, de
prendre le temps avec les gens, de mesurer. On a mesuré aussi, on savait qu'on était bien entourés. Mais Pia nous a amené cette certitude qu'en fait, on était bien entourés. Tu m'étonnes. Et donc, ça a aussi apporté énormément de belles choses et de belles rencontres, notamment avec Aglaé. À partir de quand vos échanges, vos messages commencent à être réguliers entre vous qui refait le pas l'une vers l'autre après les obsèques? Moi, tu m'évoques le voyage en Andalousie et je pense qu'à ton retour de voyage, tu m'envoies la vidéo que Léo avait fait sur votre voyage en Andalousie. En me disant que vous avez vécu ce voyage, que c'était beau et que... Oui, c'était dur, mais c'était beau. Voilà. Et... Oui, donc le lien, il continue. Toi, tu vas partir au Maroc, je pense. Ah oui. Et tu m'envoies une photo dans le sable où tu as écrit Pia. Donc, on va régulièrement comme ça s'envoyer des petites photos. Et chaque 14. Chaque 14, chaque 14, il va y avoir... Chaque 14 du mois, il y a un petit message. Pendant un an. Ouais. Ma meilleure amie, pendant un an, chaque 14, va me faire une attention, alors m'offrir un cadeau, un soin, une carte, un message. Pendant un an, chaque 14, je vais... Ouais. Et j'ai aussi reçu, alors un jour je reçois des fleurs, on n'est pas du tout un 14 et c'était une amie que j'avais plus vue depuis très longtemps. Elle avait laissé un petit mot en disant, parce qu'il n'y a sans doute pas que les 14 qui sont difficiles. Donc ça a été comme ça pendant un an, vraiment d'attention et de... Et alors avec Lionel, où en était votre couple après ça? Comment on passe de recroqueviller sur un lit d'hôpital à laisser partir son bébé, à ensuite reprendre une vie de famille, de couple? Ça se fait en fait assez naturellement. Ouais. Par chance, lui, il a pu être... donc, il a eu son congé de paternité et puis il a prolongé par 1 mois de congé maladie. Donc, on est restés quasiment 2 mois tous les deux. Collés. Ouais. Vraiment, on a passé beaucoup de temps à deux. Et puis, naturellement, il a repris le travail, il en avait besoin, ça lui faisait du bien. Et donc, moi, je me remets dans une routine. Oui, il y a une forme de routine. Mais ça a été... Après, on a des temps de deuil qui sont différents. Ça a été très difficile pour moi, à d'autres moments pour lui. Mais on a toujours été dans la compréhension. Ça n'a jamais mis notre couple à l'épreuve, jamais. Ok. Non. Non, ça, c'était très fort à regarder. Ouais. À voir qu'ils ça se sentait. Ah ouais. Qu'ils Ils ont étaient toujours fait bloc. plus soudés que jamais. Ouais, complètement. À quel moment vous avez envisagé d'avoir un autre enfant? Moi, tout de suite. Tout de suite. Ouais. Tu lui en as parlé tout de suite? Oui, parce qu'en fait, il était prévu qu'il fasse une vasectomie. Ok. Et moi, je n'osais pas lui en parler parce que j'avais tellement peur qu'il me dise que non, c'était terminé. Ça avait été tellement dur ce qu'on venait de vivre que j'avais trop peur qu'il me dise mais moi, je repasse pas par là, c'est fini. Mais en fait, très rapidement, je crois que ça faisait 2 jours que Pia était décédée. On était tous les deux dans la salle de bain et puis il me dit, tu sais, je vais annuler mon rendez-vous et puis on verra bien. Et donc, je lui ai dit, mais tu voudrais encore un enfant? Et il m'a dit, mais oui. En fait, Pia, elle nous a montré qu'on était les parents de plus que 2 enfants. Et donc, oui, évidemment. Mais par contre, on était tous les deux alignés sur le fait qu'on voulait prendre notre temps, le temps de la reconstruction, le temps des examens médicaux aussi, de savoir ce qui lui était arrivé, est-ce qu'il y avait des raisons génétiques notamment, parce qu'on ne se lance pas dans un parcours... Et ça, c'est un peu long avant d'avoir l'ensemble des résultats. Oui, ça a mis plusieurs mois pour qu'on apprenne qu'il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait pas d'anomalie génétique, il n'y avait pas d'anomalie physique. Donc, l'hypothèse des médecins, c'est effectivement ce qu'on appelle une mort subite. Elle n'était pas capable, en fait, de vivre en dehors de mon ventre, quoi. Elle n'était pas capable de respirer par elle-même. Il n'y a pas d'explication. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est mieux de pas avoir d'explication ou pas? Non. T'aurais aimé avoir un truc un peu plus tangible, enfin une explication plus tangible? Oui et non, c'est compliqué parce que avoir une explication tangible voulait dire une anomalie génétique et comme on voulait encore un enfant, ça alourdit quand même le process par la suite. Et c'est rassurant de savoir pour nos enfants existants qu'en fait, il n'y a pas de problème génétique dans la famille. Et en même temps, c'est hyper difficile de s'entendre dire qu'en fait, tout allait bien. Et que c'est la faute à pas de chance, en gros. C'est ça. La seule chose qui m'a fort apaisée, c'est que les résultats de l'autopsie
ont permis, en fait, Aglaé parle de culpabilité, mais moi j'ai été dans une culpabilité terrible les premiers mois parce qu'en fait elle était dans mes bras quand son état s'est dégradé et elle était au sein et j'ai eu très peur. Alors je sais, les médecins n'ont pas arrêté de me le répéter, mais que ce soit moi qui l'ai un peu étouffée, asphyxiée. Et quand la gynéco m'appelle pour m'annoncer les résultats, la première chose qu'elle me dit, c'est que c'est pas ça. Elle me dit, elle n'a pas été asphyxiée. Enfin, c'est pas du tout de ta faute ce qui s'est passé, quoi. Et ça, je me souviens que je me suis effondrée, mais que ça... Ok, bon. Oui, ça a été un immense soulagement parce que tu traînais ça quand même. Oui, je me dans disais un qu'est-ce coin que de ta j'ai fait tête. quand j'étais enceinte, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai fait. Bah, bien sûr. Parce qu'en fait, c'était moi. Elle était dans mon ventre, elle était dans mes bras. J'ai pas réussi à la protéger. C'était ça que je ressentais. Et donc oui, ça, c'est resté longtemps. Et au bout de combien de temps ils sont arrivés, ces résultats? Les résultats génétiques, on les a eus 9 mois. Oui, c'est ça. 9-10 mois plus tard. Long. Ouais. Bon, donc l'idée, c'était d'attendre ces résultats, mais de laisser la porte ouverte. Voire même très ouverte. C'était très clair. de faire un quatrième enfant. Ouais. Et entre-temps, tu m'annonces que tu quittes Bruxelles. En fait, moi, quand Pia est décédée, mon contrat se terminait 4 mois plus tard. D'accord. Que j'aurais pu renouveler. Mais je l'ai vraiment pris comme un signe. Et en fait, je me suis rendu compte ce jour-là que j'étais pas sage-femme pour ça. Alors, c'est très étonnant de dire ça parce que je croyais vraiment que j'étais faite pour la salle d'accouchement et que c'était ça que j'aimais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais vivre. Que j'étais sage-femme pour plus que ça. En fait, j'aimais trop les femmes que pour pouvoir les accompagner dans un moment d'une telle intensité et que je voulais le faire différemment. Et donc, j'ai pris la naissance de Pia comme un cadeau et je me suis dit, partons le faire différemment. Et mon rêve, c'était d'être sage-femme libérale en France. D'accord. Et donc, j'ai terminé mon contrat et je suis partie vivre en France. Tu as été au bout de ce rêve-là. Complètement. Et finalement, c'est Pia qui t'a poussé. Ah ouais, je le prends vraiment. Et je le dis souvent, mais ça a été mon cadeau et ça a été mon signe de l'univers, quoi. Donc, 4 mois après, ce drame que vous avez vécu toutes les deux, toi, Aglaé, tu as déménagé. Ouais, j'ai jamais réussi à retrouver la flamme. Les 4 mois d'après ont été extrêmement éprouvants. La magie m'a quittée. Ah ouais. Et je voyais plus la naissance comme la vie, mais comme la mort. Et donc, dans chaque naissance, quand le bébé allait bien, je me disais, mais attends, mais ça, quand est-ce qu'il y a le bug? Quand est-ce que ça s'arrête? Et j'ai plus jamais réussi à avoir la naissance comme un moment de vie. Et du coup, j'ai compris que c'était plus fait pour moi. Donc, j'ai quitté l'hôpital et pendant un grand moment, j'ai douté de ma place dans cette profession. Donc, tu es retournée vivre là où tu avais grandi? Oui. Ouais. Un peu perdue. Un peu perdue en me disant, mais waouh, ça va être quoi la suite? Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je savais pas où aller. Je savais pas si sage-femme, c'était vraiment ce que je voulais faire. Tu savais même plus si c'était vraiment ce métier-là qui te conviendrait. Non, pas du tout. T'envisageais autre chose? Bah non, c'est ça le problème. C'est ça. J'envisageais pas autre chose, mais c'était impossible pour moi de retourner, en tout cas dans une naissance, et en plus dans un hôpital. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que tu t'es tournée vers le libéral, le cabinet en ville. Oui, mais après, en Belgique, ça n'existe pas, sage-femme libérale. Et puis, je suis arrivée à Lyon par le plus grand des hasards. Je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais pas personne dans cette ville-là. Mais je me suis dit, cette ville m'appelle, je vais essayer. Et j'ai rencontré une sage-femme incroyable qui m'a donné le goût libéral et qui m'a formée pendant un mois. Et j'ai retrouvé la passion instantanément. C'est vrai. J'étais là, mais en fait, bien sûr que oui. Évidemment. Et en fait, c'était plus doux. Et ça avait beaucoup plus de sens pour moi. Et ce que j'aime beaucoup à ce métier, c'est l'accompagnement. Et en fait, dans le libéral, je peux suivre longtemps. Je peux prendre mon temps et je peux créer la relation. Et autant avant qu'après. Et finalement, je ne suis pas là que pour la naissance, mais je ne veux plus vivre de naissance. Donc finalement, j'avais trouvé ma place. Mieux. Ouais.
merveilleux que tu aies retrouvé. La flamme s'est rallumée, là, Ah s'est ouais, ravivée. ouais. Ah oui, et puis elle m'a pas quittée depuis. Ah, tant mieux, tant mieux. Non, mais c'est une autre façon d'exercer ce métier, tout aussi, comment dire, tout aussi enrichissante et tout aussi noble. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Ouais, complètement. Ah, mais Ouais, je suis ouais. à ma place. Et donc, toi, t'es partie vivre tes nouvelles aventures en France. Et toi, Marie, tu as attendu donc les résultats. Oui. Et alors, une fois que les résultats ont été découverts, t'es retombée enceinte combien de temps après? Très rapidement après, mais je vais faire 3 fausses couches consécutives. Ok. Et donc, en fait, je tombe enceinte à chaque fois très rapidement, mais je perds le bébé. Alors, par chance, entre guillemets, très tôt dans le process. Donc, il n'y a pas le temps d'une échographie, mais il y a quand même le temps du test de grossesse, des prises de sang, d'une projection. Et donc, une première fois, bon, pas simple. Une deuxième fois, là, on se dit, mais l'enfer. En plus, toujours à des dates, genre le jour de mon anniversaire. Ah oui, d'accord. Mon premier jour dans mon nouveau taf. Et là, la troisième fois, et c'est là où, avec ma gynéco, on décide de ne pas laisser ça comme ça, parce qu'en fait, je pourrais encore tomber enceinte 10 fois, puis, et on ne s'explique pas pourquoi, et c'est toujours le même scénario. Donc, on est pris en charge dans ce même hôpital par un médecin spécialisé en PMA. Et donc, je prends un traitement, mais assez soft, enfin, pas du tout d'intervention médicale. Et je finis quand même par tomber enceinte en fin octobre 2023. Du coup. Ouais. Voilà. Et je pense que tu es une des premiires personnes au courant. Je t'avais envoyé un message. Oui. Mais en fait, au fil du temps, on continue de s'envoyer énormément de messages. Je pense que tu as suivi les fausses couches. Ça devient à la fois mon amie confidente, mais aussi ma sage-femme, parce qu'en fait, oui, elle est quand même d'extrêmement bons conseils. Bien sûr. Pour tout ça. Et donc, on s'envoie beaucoup de messages, quoi, et de vocaux. Moi, j'ai souvent trouvé que la grossesse de Léon nous a finalement rapprochés dans un... C'était plus que le deuil. On n'était plus que dans le deuil de Pia. On était dans la vie de Léon. Et ça a fait beaucoup de bien à la relation. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, finalement, au bout de 3 fausses couches, le petit Léon s'est accroché. Ouais, il avait envie d'être là. Ouais. Comment t'as vécu cette 4e grossesse aboutie? Très difficilement. J'imagine. Ça a été. J'ai eu le sentiment pendant 9 mois d'être sur un fil et me maintenir sur ce fil me demandait une énergie folle parce qu'à tout moment j'avais l'impression de pouvoir basculer dans la folie ou dans le. C'était très très dur. C'est très ambivalent. En fait, tout le deuil périnatal est très ambivalent. J'étais à la fois évidemment très heureuse d'être enceinte, très triste parce que l'impression de tourner quelque part le dos à Pia. Heureusement, j'étais suivie toujours par ma psy. On a du mal Enfin, c'est pas possible de se projeter. Et en même temps, si, parce que le bébé est là. Donc, et puis, quand est-ce qu'on le dit aux enfants? Comment est-ce qu'on l'annonce? Comment est-ce qu'on prépare? Et alors, vous avez décidé quoi pour tout ça? Vous l'avez annoncé tardivement? Non, en fait, non, parce que... De toute façon, en tout cas pour les enfants, je pense que si ça s'était mal passé, il aurait fallu le dire. Oui. Donc on a fini par leur dire, mais en étant prudent, en disant que voilà, vous connaissez l'histoire, vous savez que c'est pas parce que je suis enceinte maintenant que il y aura un bébé après. Mais ils étaient hyper heureux, vraiment. Je crois qu'ils avaient peur que ça n'arrive plus, qu'il n'y ait pas de petits frères ou de petites sœurs, donc ils étaient très heureux. Tout le monde était très heureux, mais je pense que tout le monde était aussi très inquiet pour nous. Bien sûr. Est-ce que tu arrivais à te connecter à ce bébé Alors oui, très fort. Je lui ai beaucoup parlé, beaucoup parlé. Dès que j'avais des gros moments de chagrin, d'angoisse, je lui expliquais que c'était pas lui, que j'étais très heureuse que lui soit là, mais que voilà, il avait une petite sœur. Enfin, je lui ai vraiment tout expliqué. Et donc à chaque fois que j'avais des moments très difficiles, je lui disais c'est pas toi, t'inquiète pas. Et donc, j'étais effectivement très connectée avec lui.
Vous saviez que c'était un petit garçon ? Oui, on Ouais. voulait savoir. Ouais. Et alors le fait que ce soit pas une petite fille ? Quand je l'ai appris, je me suis effondrée. Ouais. Parce que voilà, ça venait rejouer beaucoup de choses. Et en même temps, je crois que c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour Pia, pour Léon, que ce bébé d'après ne soit pas une petite fille et donc l'histoire continue. C'est pas une deuxième petite sœur, en fait, il y a qu'une petite sœur et c'est Pia. Lui, c'est un petit frère et c'est Léon. Et donc, en fait, c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Ouais. Dans ces cas-là, est-ce que on propose de déclencher l'accouchement ou pas ? Non, qu'on te l'a mais moi, je proposé ? vais le vouloir. Ouais. Donc, en fait, je vais être très suivie, pas parce qu'on est inquiet pour le bébé, mais inquiet pour moi. Ouais. Ma gynéco va, au début de la grossesse, me proposer des échographies toutes les semaines, juste pour me rassurer. Ouais. Parce qu'elle sent bien qu'il ne Bah, suffira ouais. pas de me dire que Bien sûr. tout va bien. Et ça te fait du bien, justement, de Ouais. voir ton bébé toutes les semaines ? Ouais. Tu décides d'accoucher au même endroit ? Oui, moi j'avais besoin d'être au même endroit et avec les mêmes personnes. Ok. En tout cas, avec ma gynéco. Et c'est là que c'est un peu fou, parce qu'en Belgique, normalement, c'est pas possible, mais je veux qu'Aglaé soit là. Je n'imagine vraiment pas accoucher sans Aglaé à mes côtés. Alors qu'elle ne travaille plus du tout Non, dans non. l'établissement. Non, et qu'elle ne veut plus faire de Et naissance. qu'elle ne veut plus être en salle de naissance. Non. Alors, comment tu lui présentes la chose ? En imaginant que ce soit même possible, Je vais faire quelque chose un peu... déjà, auprès de ma gynéco, je vais imposer cette situation. Enfin, je vais pas demander l'avis des gens. D'accord. Quand elle me demande si la kiné sera là, je dis non, ce sera pas nécessaire, mais par contre, il y aura Aglaé, parce que donc elles se connaissent. Oui. Ah bon Oui, elle sera à côté de nous. Et donc, je vais réussir vraiment à imposer ce choix. Et je pense que personne n'ose trop te contredire. me contrarier, en tout cas. Et comment est-ce que je te le demande Adi. Donc, en fait, les parents d'Aglaé ont leur ferme Adi et ils font des chambres d'hôtes. Ah. Et très vite, Aglaé m'explique qu'ils ont planté un arbre pour Pia dans leur jardin. Et je sens que sa famille, qui en fait a un fonctionnement assez similaire à la mienne, 4 enfants, une maman poule, on se ressemble, on est très famille. Et je sens que cette famille est liée à Pia, alors qu'on ne connaît pas de tous ces gens, à part Aglaé. Et donc, on décide en mai 2024, je suis enceinte de Léon, on décide de partir en vacances là-bas. D'accord. Chez tes parents. Chez mes parents. On prend un gîte chez ses parents. Génial. Ouais. Et on est accueillis effectivement comme si on était la famille. Vraiment. D'accord. Tes parents sont incroyables. Ça te fait quoi, toi, Aglaé, de recevoir la petite famille là ? Mais j'avais toujours ressenti qu'un jour, elle viendrait à Adi enceinte. Et donc, en fait, elle arrive enceinte et je le savais. Et c'était beau comme moment. C'était magnifique. Ils sont magnifique. allés voir l'arbre de leur fille et elle était enceinte de Léon. C'était très beau comme moment. Et il faut Magnifique. s'imaginer cette ferme qui est dans un paysage incroyable. On ne sait pas expliquer pourquoi. Je sais que Lior sent la même chose, mais il y a un bout de Pia là-bas, mais très fort. Voilà, son âme est en partie là-bas. Et donc, quand on va, on y est retourné après, on se sent très, très connecté à elle. Et en plus, dans un cadre où les gens chez qui on va sont au courant, ont été touchés, font presque partie de l'histoire parce que ce sont tes parents. Et c'est très beau. Et donc, on est en vacances et on fait une rando. Et je pense que je te parle de cette... C'est sur le départ, presque dans la C'est porte sur le de départ voiture. Je me souviens plus. La prochaine fois qu'on se voit, c'est pour l'accouchement de Léon. Bon, je te sens un peu quand même fébrile. Comment tu prends cette demande, toi, Aglaé ? Tu t'y attendais ? Non. Non. Non, mais en même temps, c'est un mélange de... C'est tellement normal. Bien sûr que je vais être là et puis bien sûr que je veux voir ce bébé naître et cette famille se réunir enfin. Et après, beaucoup de peur aussi. Et de... Est-ce que j'ai ma place ? Est-ce que ça a du sens ? Parce que tu n'étais jamais retournée dans une salle de naissance. Non. Ouais, ça allait être mais du la coup, première fois. J'ai pris le temps d'y réfléchir et j'ai accepté, mais j'ai mis mes conditions. Ah, c'était quoi tes conditions ? En fait, moi, je voulais pas qu'on remplace Pia. Je voulais pas que ce soit une naissance où on réparait la naissance de Pia. Je voulais qu'on accueille Léon. Et du coup, je voulais pas arriver avec eux à la maternité.
Je voulais qu'ils fassent le process d'arriver, de s'installer, de rencontrer la sage-femme qui les accompagnait et qui est une top sage-femme. Oui, parce qu'on a eu le luxe d'avoir une sage-femme qui était en fait une amie d'Aglaé, puisqu'ancienne collègue. Bah oui. Donc je voulais qu'ils arrivent tranquillement. Évidemment, je voulais faire aucun soin. De toute façon, je ne pouvais faire aucun soin. Oui. Mais je ne voulais avoir aucun rôle médical. Et je voulais pouvoir partir dès que Léon était là et qu'on était sûr qu'il était en bonne santé. Pour que finalement, ils accueillent Léon en famille et pas avec moi qui, en tout cas, je trouve, n'avait pas sa place dans ce moment-là. Et comme ils ont dit oui, on a mis en place ce projet-là ensemble. Et tu voulais qu'on soit libre de te dire au moment même si on n'en ressentait plus besoin que tu ne doives pas venir. Qu'on ne se sente pas obligé de la faire venir. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Bon, donc tout ça a été très facilement discuté avant et accepté. Ouais. Évidemment. Donc le jour J est arrivé. Finalement, donc déclenché ou pas ? Déclenché, mais parce que moi je voulais... Autant j'avais pas fait de projet de naissance pour les autres, autant là j'avais un protocole extrêmement clair, extrêmement carré. Il était hors de question que je reperde les os devant les enfants, ou que en tout cas que le déclenchement se fasse en présence des enfants et qu'ils comprennent que je parte à la maternité. Donc ce jour-là, ma maman toujours les a emmenés dans un parc d'attractions, enfin très loin de tout ça. Ils n'étaient pas du tout au courant. Je voulais évidemment que ma gynéco soit là, que Aglaé soit là, donc ça demandait quand même... Et oui, une petite orga. Et la néonate aussi, Marie. Il y avait toute l'organisation. Et en fait, là, on est resté en contact avec la pédiatre qui s'est occupée de la réanimation de Pia. Aujourd'hui, c'est la pédiatre de Léon. Et on l'a rencontrée au mois de juin. Et moi, je lui ai expliqué que c'était pas entendable pour moi qu'on me dise après la naissance, en fait, Léon va bien, voilà. Et donc, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer vraiment qu'il aille bien ? Et donc, elle a proposé de mettre en place tout un protocole avec une pédiatre qui serait là dès la naissance et un suivi, mais à distance, avec la néonate, donc via un monitoring. Donc, on resterait en salle de naissance, mais la néonate serait au courant. Et donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il pourrait intervenir tout de suite. D'accord. Et donc, tout ça, effectivement, se préparait. Bien sûr. Oui. Tu avais besoin quand même de pas mal de filets de sécurité. Ouais. Et donc, on a fixé une date. Pour autant, Léon pouvait décider de venir à temps, parce que cette date a été fixée ni trop proche du terme, ni trop lointaine non plus. Mais il a attendu sagement. Sympa. Et donc, on est accueillis, mais tout à fait dans une autre aile, vraiment, pour qu'on puisse pas reconnaître les lieux. Et on est donc pris en charge par cette sage-femme qui est ton amie. Et donc, déclenchement, puisque en fait, je suis pas... Et je suis très sereine, ça se passe bien. C'est un peu long, le temps que le col soit à maturité, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Et on est toujours en contact par message. Toi, tu n'es pas là, je suis juste avec Lio en salle de naissance. Et franchement, c'est serein. Et puis, c'est un peu long, donc la sage-femme vient proposer de rompre la poche. Et c'est là que tu vas arriver, plus ou moins, parce qu'on sait qu'une fois que la poche est rompue, ça peut ça peut aller vite. Parce que toi, Marie, tu voulais qu'Aglaé assiste à la naissance de Léon. À côté de moi. Et Aglaé, en fait, elle va jouer ce rôle, à ce moment-là, non pas de sage-femme, mais un peu de doula, parce qu'en fait, elle va être dans l'accompagnement. Je me souviens que je suis couchée, focus que sur ses paroles, un peu comme de l'hypnose. Et toi, tu me dis, accompagne, la contraction arrive, je la vois, accompagne-la. Et je suis focus sur les paroles d'Aglaé. Et j'en ai un souvenir d'un moment très beau. Et Lio nous a expliqué après, lui, il était vraiment spectateur de la scène. Il nous a laissé vivre ce moment. Et il nous a dit à quel point c'était un moment de sororité, mais incroyable, quoi. Vraiment, on était dans notre... En tout cas, moi, il n'y avait plus que Aglaé dans la pièce. Je crois que c'est pas vrai. Et j'étais focus sur ses mots et ses paroles. Et elle m'a vraiment accompagnée dans ce process où Léon ces est vagues de contraction. Physiquement, tu étais au niveau du visage de Marie, Aglaé ? Je crois que je la massais. Ouais. Ah, tu la massais ? Ouais. Moi, j'étais couchée. Tu lui massais le dos ? Le bassin, voilà. Mal au bassin, parce que Léon, il allait vite. D'accord. Et elle me parlait, mais très apaisée, très... C'était... Franchement, moi, j'en garde un souvenir, mais fabuleux. Et je trouve que ça devrait arriver à toutes les femmes quand on accouche, d'être comme ça,
pris en charge. Alors, j'ai conscience que j'étais privilégiée et j'avais vraiment une prise en charge optimale, particulière, mais c'était très, très beau. Ouais, très fort. Quelle merveilleuse façon non pas de réparer, parce que ça ne répare pas, mais en tout cas de continuer votre lien, de continuer à le tisser à travers cette nouvelle naissance. C'était ça devait être fou, et quelle chance vous avez eue de pouvoir vivre ça toutes les deux. Tu l'as vécu comme ça aussi? Ouais. Moi, je me suis sentie très à ma place, étonnamment. Ouais. Et c'était juste, et j'avais une confiance absolue en Marie et en Léon. Et moi, j'ai jamais eu peur pour cet accouchement-là. Et il est né et il allait bien. Et je savais qu'il allait aller bien. Ouais. Et cette naissance était, en tout cas pour moi, très sereine et très calme. Ouais. Donc ça, c'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an, ouais. Juillet 2024. Ouais, le 15 juillet 2024. Il fallait pas que ce soit un 14. Il fallait pas que ce soit un 14, non. Et Léon est arrivé. Et en fait, Léon est arrivé sans l'ombre d'un doute qu'il allait bien. Ce petit garçon est sorti à hurler. Très vite, dans les secondes qui ont suivi, on a su que ça irait. Est-ce que vous étiez particulièrement vigilante? Est-ce que tu as voulu l'avoir sur toi? Non, alors mettre donc, au sein? la consigne, c'était que tout de suite, il devait être pris en charge par une pédiatre. Voilà. Donc, il est sorti. Je l'ai sorti de mon ventre. Je crois que je l'ai posé sur moi quelques secondes. Là, de nouveau, ce que tu me dis, c'est qu'Aglaé a pris plein de photos. J'ai plein de photos de la naissance de Léon. Génial. Mais très, très vite, dans les minutes qui ont suivi, il est sorti. On était dans une salle d'accouchement. Il y avait une petite salle attenante. Et il est parti avec la pédiatre, avec Lio et la sage-femme. Mais on l'entendait, en fait. Et je me souviens là de ma gynéco qui fait mes derniers soins et qui me regarde et qui souffle et qui me dit « on l'a fait ». Et je sens un soulagement quand même chez tout le monde. Il y a une sorte de « on peut faire retomber la pression ». Bah, bien sûr. Ouais. Et là, c'est Lio qui m'amène Léon dans ses bras. Ouais. Et il me le pose. Et en fait, il va super bien. Il prend le sein tout de suite. Il a faim. Et en fait, on lui pose des capteurs, mais... il n'y a pas besoin. C'est un bébé en pleine forme. Ah, il est vivant et... Il est bien vivant. Ouais. Et on dit souvent, il n'a pas du tout ce rôle de réparation. Mais il est quand même venu apaiser beaucoup de choses. Bien sûr. Ce jour-là, il est quand même venu apaiser beaucoup de choses. Et alors, à quel moment, toi, Aglaé, tu t'éclipses? Très vite. Ouais. Très vite. Je pense que et très vite, t'es rassurée. Je savais qu'il allait Quand bien. tu les quittes, tu sais que ça va aller. Ouais. Bon. Et je pars et je me retrouve avec mon ancienne équipe. On va au restaurant fêter ça. Ah, génial. Et je pense que 2 heures après, j'ai un message de Marie qui me dit qu'effectivement tout va bien. Et en fait, la nuit, tu m'envoies un message pour me dire que tout va bien. Ouais. Oui, et ça fait 1 an qu'elle te dit que tout va bien. J'étais un peu en boucle. Il continue d'aller bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. C'était un peu la phrase. Et alors, le retour à la maison? D'abord, il y a eu la rencontre avec le frère et la sœur. Ah, ils sont venus à la maternité. Ils sont venus à la maternité. Génial. Le lendemain. On les a appelés. Alors donc, ils ont dormi chez ma maman. Et on les a pas prévenus le soir même parce qu'ils dormaient déjà. Ouais. Et donc, le lendemain matin, on les a appelés, on a fait un FaceTime. Et en fait, je me souviens, Lio leur a dit « Est-ce que vous savez où on est ?» Et puis, ils ne comprenaient pas trop le cadre, ils ne me voyaient pas. Et il nous a montré, Léon et moi, et là, c'était... C'était la joie. Et ils sont venus quelques heures après, et c'était réel. Mais... C'était magnifique et en même temps, ça a aussi amené son lot de beaucoup de... Ils étaient très inquiets. Cézanne n'arrêtait pas de nous demander « Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il va bien ?» Il est toujours vivant, toutes les heures. Il est là, il est vivant. Est-ce qu'elle ne disait pas tout haut ce que toi, tu pensais aussi tout bas? Parce que j'imagine que tu étais en permanence en train de checker cet enfant. Oui, en permanence. Ouais. Est-ce que vous allez rentrer à la maison? Est-ce que Léon va rentrer à la maison? Et Jules... a eu aussi, au début en tout cas beaucoup de chagrin parce que il nous l'a dit après, mais en fait et ça c'est vrai pour tout le monde. Léon nous a rappelé tout ce qu'on n'a pas vécu et tout ce qu'on aurait dû vivre avec Pia. Et c'est encore toute l'ambivalence du deuil périnatal et de la naissance en même temps. C'est à la fois tellement de joie et en même temps ça vient de nous remettre
dans tout ce que Ouais. vous ne vivrez pas avec cet Ouais. autre enfant. Et puis le tableau qui ne Ouais. sera jamais complet. Voilà. Oui, à la fois, elle est Elle est là. là. Elle Elle est est au tout à fait milieu là. de cette fratrie. Elle est parfaitement là. Ouais. Et donc, vous êtes rentrés chez vous. On est rentrés. Ouais, l'allaitement, c'est Incroyablement bien passé. C'est vrai. Comme une reine. Ouais, vraiment nickel. Je crois qu'il n'y avait pas de pression parce que j'avais donné le biberon aux autres et donc je m'étais dit, si ça va pas, c'est pas grave. Ouais. Et du coup, sans pression, et ça s'est super bien passé. Ok. Après, c'est toujours d'ailleurs un petit garçon qui, en tout cas, tout bébé dormait peu la journée. On avait le sentiment, et je crois que c'est pas tout à fait faux, qu'il ne voulait pas en perdre une miette. Il était vivant et il fallait qu'on le sache. C'était assez impressionnant, vraiment tout le temps éveillé, très éveillé. Au taquet. Au taquet. D'accord. Ça n'a pas toujours été simple la journée, mais... J'imagine, ouais. Zéro répit. Zéro répit, mais j'ai fait une séance de MDR avec lui aussi. C'est Ok. ma psy qui me l'avait suggéré pour reparler de son histoire à lui, qui est quand même particulière. Ouais. J'y crois très fort. Je pense que c'est un petit garçon. Aujourd'hui, il a 1 an et c'est un petit garçon qui est il est si doux et si profondément heureux. Et je crois que c'est aussi parce qu'il sait vraiment son histoire. Je lui ai raconté depuis qu'il est dans mon ventre. Et je crois qu'il sait qu'en fait, si l'histoire s'était déroulée sans accroc pour Pia, il serait pas là. Et pour autant, en fait, son histoire à lui, c'est d'être là. Et je crois qu'il sent qu'il a été désiré et tellement voulu. Et il est juste content d'être là, en fait. Oui, et puis apaisé avec son histoire qui est claire. Qui est très claire. Ouais. Tout à fait. Depuis toujours. Ouais. Et j'ai hâte de pouvoir en parler avec lui quand il aura l'âge. Et de pouvoir... On en parle déjà, mais de pouvoir échanger avec lui à ce sujet, lui montrer des photos. Ouais. Écoute, maintenant, il y a même un épisode. Mais voilà. Ça, qu'il c'est pourra incroyable. écouter. Ouais. Ce sera aussi un beau cadeau que tu pourras leur faire. Ouais, c'était important. Ils seront toujours les grands frères, grandes sœurs, petits frères d'une petite sœur décédée. C'est dans leur histoire. Mais je trouvais ça important qu'ils puissent un jour connaître. Évidemment, on en a toujours parlé, mais pas toujours dans les détails. Bah oui. Parce que c'est dur. Ah, bien sûr. Et puis, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir ce temps-là et de se remettre dans tous ces souvenirs. Donc maintenant, c'est chose faite. Ouais. Et toi, Aglaé, toi qui n'es pas encore maman, est-ce que tout ça a eu des échos, des répercussions dans peut-être ton envie d'un jour être mère ? Est-ce que tu as toujours voulu, toi, être mère, ou est-ce que c'est une question que tu te poses ? Non, je ne me pose pas cette question. Tu ne te poses pas cette question ? Parce que c'est une évidence. Ouais. Et j'aime trop la maternité, ça me passionne, ça me fascine et en fait j'espère avoir la chance en tout cas de le connaître un jour. Pour autant, j'ai pas spécialement envie d'accoucher quoi. Voilà. Je veux bien faire la grossesse, je veux bien avoir le bébé. En fait, je veux bien faire le process, mais c'est vraiment ce moment de ce postpartum immédiat, comme on appelle les 2 heures qui suivent la naissance. Ouais. Pour le moment, j'ai pas envie de les vivre. Tu voudrais sauter cette étape ? Oui. Je sais que c'est pas possible. Mais voilà. Ça va être compliqué. Mais enfin bon, on peut... Non, j'ai trop foi en la vie et j'aime trop tout ce process-là que pour me dire que je le vivrai pas. Mais c'est vrai que ça m'a enlevé une forme d'insouciance. Ouais. Voilà. Merci pour ce beau cadeau. Merci à toi. On embrasse évidemment très fort Lio, Jules, Cézanne, Pia et Léon. Ouais. Et puis tout le village qu'il y a autour de vous, ta famille, à toi, Aglaé aussi. Et voilà, c'est vrai qu'ils sont là, ils ont fait partie aussi de... Ils ont eu une place très importante. Je ne vais pas citer tout le monde, ce serait trop long. Mais je veux qu'ils le sachent, que sans eux aussi, l'histoire n'aurait pas été la même. Je crois que le message est passé. Ouais. Merci beaucoup. Belle vie à vous deux. Et à très bientôt. Merci. Merci Clémentine. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci encore infiniment à Marie et à Aglaé de s'être replongées pour nous dans ce drame qui les a liés. Aurélia Martin était à la production, Claire Sarfati au montage, Anne-Charlotte Fraxanet au casting
et j'en ai assuré l'interview et l'enregistrement au studio L'Arrière-Boutique. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Bliss. D'ici là, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et puis bien sûr, long live the bliss.